Madame, Monsieur, bonsoir. Barkada Sal à toute la communauté musulmane qui évidemment célèbre la fête de la Tabaski ce jour. Nous sommes heureux à nouveau d'être parmi vous avec nos 4 panélistes. La phase de pré-campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain est irréversiblement sur les rails. Dans les états majeurs des différents candidats, le train de la mobilisation parcourt villes et villages. La stratégie politique retenue doit atteindre sa cible. Autre enjeu, rassembler le maximum de fonds possible pour mener à bien la campagne. Si le candidat Biya se déploie à travers ses principaux lieutenants, ses 8 autres adversaires sont pour l'essentiel sur le terrain. Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi Univers, Serge Espoir Matomba Purs, Akere Mouna FDP, Joshua aussi SDF font littéralement le porte-à-porte. Quant à tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, Gaga Amanadi de l'ADD occupe l'espace médiatique pendant qu'Adamou Damjoya de l'UDC et Jifor Afanui MCNC tardent à prendre du rythme. Au stade actuel de la pré-campagne électorale, le suspense s'établit donc autour de 2 principales questions. Paul Biya se jettera-t-il personnellement dans la bataille? L'opposition va-t-elle resserrer les rangs? Présidentielle 2018, décryptage de la pré-campagne électorale, ce sera le thème principal de ce soir avec, je l'ai dit, nos 4 panélistes devenant de Yaoundé, René Bonono Bakota, le secrétaire national aux relations publiques du PURS. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et bonsoir aux copanélistes ici présents et merci de me convier pour la 2e fois à cette prestigieuse émission. Et j'avoue que vous êtes arrivé au pas de course. Ah ouais. D'ailleurs, comme votre voisin direct. Et ouais, vous savez que nous sommes en période de vacances. Absolument. Et puis de plus en plus le trafic, y compris les travaux qui se font ça et là pour des raisons de vétusté de la route, font en sorte qu'à un moment donné, ce ne soit pas évident de rallier Douala, mais je suis là, c'est le plus important et je ne pourrais pas manquer cette occasion. Merci de l'amitié renouvelée. Je l'ai dit, votre voisine de gauche vient également de Yaoundé, Alice Sadio, elle est la présidente de l'Alliance des forces progressistes. Elle est la secrétaire générale de la plateforme pour la Nouvelle République, ce mouvement d'ensemble qui porte ou alors qui accompagne la candidature de Akere Mouna dans un ensemble également défini comme étant Naound. Bonsoir Alice Sadio. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les co-panélistes et à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être dans vos murs et sur ce plateau même. J'espère que le débat sera constructif et aura pour point focus le devenir de notre pays. C'est tout le mal qu'on nous souhaite à nous tous. Juste dans la diagonale, Maître Jean de Dieu Momo, le président du PADEC, évidemment avocat au barreau du Cameroun, c'est l'avantage l'homme politique qu'on a ce soir. Bonsoir Maître. Bonsoir député, bonsoir à tous les autres panélistes et bonsoir également à tous les téléspectateurs. Je dirais que vous êtes l'un des soutiens à la candidature du président Paul Biya. Oui, j'appartiens à un groupe des leaders des partis de l'opposition anciennement radicales qui se sont déradicalisés et qui sont des leaders d'une opposition tout à fait républicaine qui ont choisi de porter, n'est-ce pas, la candidature du président Paul Biya pour 2 raisons. La raison est qu'il n'y a que l'opposition de 2018 oppose 2 camps. Le camp des nationalistes patriotes qui veulent l'unité et la paix dans la concorde, dans la fraternité, et le camp du chassement, entre guillemets, et le camp, n'est-ce pas, de la rébellion, le camp de la division des sécessionnistes, qui ont des appuis dans une certaine opposition néocoloniale, et qui veulent utiliser, n'est-ce pas, les sécessionnistes pour, soi-disant, chasser le président Paul Biya par la force des armes. Et c'est ce que nous nous opposons à ces gens-là. Il y a ces 2 camps. Après ces 2 camps, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais nous avons choisi le camp patriotique, le camp de la paix, pour régler nos affaires avec l'extérieur. Et puis après, nous pourrons rentrer à l'intérieur, entre nous, discuter des affaires de la nation. Voilà. C'est-à-dire, s'il faut être contre Paul Biya pour la prochaine présidentielle ou pour être contre le RDPC, nous serons candidats. Mais pour le moment, il faut déjà chasser l'épervier, le loup, l'étranger qui utilise certains de nos frères pour déstabiliser notre pays. Voilà qui est effectivement clair. Et puis Robert Mouté-Ambassa, qui lui est véritablement membre de l'appareil politique qui porte la candidature du président Paul Biya, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Robert Mouté, bonsoir. Bonsoir.
député, bonsoir copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV Télé. J'espère que ce soir nous allons essayer de prester de manière à donner satisfaction à tous vos millions de téléspectateurs et être constructif pour un Cameroun toujours en train de se développer et aller de l'avant. Bon, alors on va prendre la transition et puis on rentre tout de suite dans le débat. Il serait évidemment contradictoire. Première question à tous les panélistes. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de décrire un peu l'ambiance entre les différents candidats, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui sont attentifs. Je rappelle que demain, ou du moins ce mercredi, Joshua aussi va présenter son programme de campagne ici à Douala. Vous, à l'observation, que vous inspire cette période quand vous regardez un peu les prémices de cette entrée en jeu politique dans cette ligne droite vers la présidentielle d'octobre 2017. Il y en a qui sont sur le terrain, Kamto, Libye, Jesper Matomba et les autres. Il y en a qui sont encore sur la scène médiatique. Paul Biya n'est pas encore véritablement sur le terrain, s'il vu à travers ses lieutenants. Qu'est-ce que ça vous en dit, maître Jean de Dieu Momo? Vous savez, un acteur politique, un entrepreneur politique comme nous observe la scène en tant qu'entrepreneur politique. Mais en même temps en tant qu'analyste politique, puisque je suis également théoricien. Et j'ai la chance d'avoir fait la cuvée des années 92, des années de Brest, en tant que également militant. Et moi je vois que quand vous prenez la cuvée de 92, avec un SIF tout puissant et avec les motifs de carton rouge, Paul Biya, Mosgo, etc., au lendemain des villes mortes. Oui, au lendemain des villes mortes. Vous avez, si vous faites une projection à l'élection de 2018, vous avez l'impression qu'il y a deux mondes. C'est-à-dire, ce n'est plus la même chaleur, ce n'est plus la même intensité. Il y en a un ou deux qui tentent de se démarquer, mais qui n'arrivent pas à faire foule, la même foule qu'à l'époque, n'est-ce pas, nous drainions. Et je veux dire, il ressemble, cette nouvelle jeunesse, ressemble un peu à la nôtre par une certaine violence verbale et même, j'allais dire, physique. Nous n'avions pas les réseaux sociaux, d'accord? On n'avait même pas le téléphone portable. Mais quand même, on avait un engouement qui était perceptible et qui est visible. Aujourd'hui, vous avez malheureusement des acteurs de clavier qui sont tapis dans leur chambre et qui font l'opposition de chambre et qui donnent l'impression qu'ils sont nombreux parce qu'ils se multiplient. Ils se multiplient, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle le troll, ils sont les trollers. Ils créent 2 ou 3 comptes, ils entrent dans tous les réseaux sociaux, ils écrivent 10 fois par jour, enfin ils ont profession de salir les autres, de ternir l'image des autres. Et vous les reconnaissez parce que dès que vous avez fait un post qui est intéressant, c'est-à-dire une publication qui est intéressante sur le plan de la politique, eh bien ils sont les premiers à dénaturer le fait. Donc, vous avez cela, et vous avez un autre candidat, puisque c'est le mien, qui est tranquille, qui a constaté qu'il y a un vieux loup de la vieille école, parce que vous avez un vieux loup qui a roulé sa bosse dans la politique depuis les années 62, qui est président quand même depuis un certain nombre d'années, et vous avez les jeunes gens qui viennent d'arriver en politique, qui comparaissent, enfin j'allais dire, qui viennent à la présidentielle pour la première fois. Je les regarde et je souris parce que j'en vois qui commettent les mêmes erreurs que moi en 2011, en tant que candidat. Je les vois, je dis, ah, tiens, il est en train de commettre la même erreur que moi. Troisièmement, vous avez 3 jeunes gens qui ont remplacé les 3 jeunes personnes et les 3 jeunes acteurs de la cuvée de 2011. Parce que dans la cuvée de 2011, vous aviez 3 jeunes. Maître Momo, Kawala, et puis il y avait, j'ai oublié, il y a un troisième là, Olivier Billet. Voilà, c'était les 3 entrants. Vous avez également la même configuration en 2018. Vous avez Cabral Libye, vous avez Serge Espoir Matomba, et vous avez l'anglophone là qui s'appelle le pasteur là, le pasteur Franklin. Oui. Voilà, vous avez dans les 3. Maintenant, vous avez parmi les plus âgés, Afani, vous avez Difford. Maintenant, vous avez les plus âgés, vous avez un nouveau comme Kamto qui vient d'arriver,
qui tente sa chance à la présidentielle. Vous avez mon confrère Ebatoni Akeremouna qui vient également pour la première fois. Et donc, comme avec les jeunes, je peux observer en tant qu'ancien les erreurs de communication, les erreurs de stratégie, les erreurs qu'ils commettent, que j'ai commis avant. Et donc, je pense que mon candidat, quand il regarde cela avec le regard de l'ancien... Il a recul de sourire. Il a recul de sourire et il est tranquille et il peut aller tranquillement se promener en sachant qu'il n'y a pas de danger. Allez, Sadio, sur l'observation. Bon, ben, avant de venir à votre question, je voudrais constater que Maître Momoun ne constate que des erreurs de stratégie, des erreurs de déploiement, des erreurs de déclaration. Non, je pense que l'élection présidentielle, ça c'est mon regard d'analyste aussi, politique, pour avoir embrassé la lutte dès mon plus jeune âge, mais aussi en ma qualité, on va dire, d'apprenti philosophe, parce que dans notre discipline, on n'a jamais fini d'apprendre. En ma qualité d'apprenti philosophe spécialisé en morale et politique, de temps en temps, je joue l'animal politique, mais de temps en temps aussi, je me revêtis de ma casquette d'apprenti philosophe et je me détache. Je perds le dédoublement nécessaire pour mieux juger mon camp, c'est-à-dire la plateforme pour la Nouvelle République, et apporter des propositions aux fins de peaufiner nos stratégies en vue d'atteindre l'objectif qui est la prise de pouvoir. Mais je ne regarde pas seulement notre camp, je regarde aussi, je jette aussi de temps en temps un regard synoptique, une vue d'ensemble sur le déploiement des uns et des autres. Et ce qu'il en ressort de mon modeste point de vue, c'est que, premièrement, la présidentielle de 2018 ne ressemblera à aucune autre élection présidentielle camerounaise depuis l'avènement du multipartisme. Au moins pour deux raisons. Première raison, parce que les acteurs ont changé. C'est-à-dire que même les partis d'opposition traditionnels qui existent depuis les années 90 ont, pour la plupart, pour certains, abandonné le champ de la compétition dans le cadre de la présidentielle. On sait qui c'est. Et pour d'autres, ils ont passé le témoin. Je cite notamment le SDF, déjà pour les féliciter de cette preuve de grandeur et de maturité politique. Mais il y a aussi, il y a des nouvelles figures entrantes qui, contrairement au passé, contrairement aux élections présidentielles multipartites passées, on n'avait pas vu jusque-là une offre issue de la société civile qui s'impose sur l'échiquier des propositions autant que ça se voit aujourd'hui. Je cite notamment notre candidat, le bâtonnier Akeremouna, qui, il faut le rappeler, à la réalité n'est pas un militant au sens premier du terme. Akeremouna est avant tout un technocrate qui a roulé sa bosse, comme on le sait, à l'échelle internationale et notamment panafricain. Et aujourd'hui, il vient au Cameroun pour apporter ce qu'il a engrangé comme expérience depuis lors. Lui, il est donc un technocrate avant d'être un militant politique, d'où la plateforme pour la Nouvelle République qui regroupe justement les organisations de la société civile, les syndicats et les formations politiques qui sont même plus ou moins en retrait, parce que lorsque vous voyez le déploiement d'Akeremouna, vous remarquerez que le mouvement Now est essentiellement composé des technocrates, des professeurs spécialisés qui en économie, qui en politique, qui en culture, qui en sciences sociales, et bien qui quadrillent, qui formatent et qui déroulent l'offre programmatique de notre candidat. Donc c'est quelque chose, c'est carrément un ovni, si j'ose dire ainsi, d'où
on attend de voir. Il ne faut pas être péremptoire en disant que, eh bien, on ne voit que des erreurs. Je pense que la présidentielle de 2018 va nous réserver beaucoup de surprises, que ce sera quelque chose d'assez excitant et nous osons espérer simplement qu'il y a aussi la jeunesse. La jeunesse et aussi, il faudrait pas oublier de le mentionner, cette forte demande du corps social de la masse critique électorale camerounaise qui demande avec insistance, et j'ai noté, même s'il y a nos relents partisans qui nous rattrapent de temps en temps, j'ai noté cependant que dans les discours des différents candidats, il y a comme une volonté déclinée de cheminer vers la demande essentielle de la masse critique électorale, qui est celle que, eh bien, vous, les principales forces entrantes, mettez-vous ensemble et dégagez-nous un candidat consensuel, au besoin, si besoin, pour une mandature de transition. Tous les candidats en lice sont en train d'avancer vers la réceptivité d'un tel discours, et je pense donc, me fondant sur ces aspects-là, que la présidentielle 2018, contrairement à ce que Maître Momo nous dit, avec son candidat qui observe de très loin, peut-être de Neptune ou de Pluton, eh bien, la présidentielle de 2018 va nous réserver beaucoup de surprises. Je l'espère heureuse pour le corps social camerounais. Robert Mouté-Ambassa. Oui. Sur l'observation, la lecture d'entrée que vous faites. Bon, la lecture, merci pour cette question. La lecture d'entrée que je fais est une lecture très simple parce que il y a lecture par rapport à mon propre parti et lecture par rapport aux autres partis. Et puis, au final, une synthèse. Par rapport à mon parti, le RDPC, je pense que nous sommes toujours en mode ralenti. Parce que le RDPC n'a jamais laissé 1 ou 2 mois passer sans agir quelque part dans le pays. Nous sommes dans les 360 communes. Donc le RDPC est en campagne permanente. Et c'est ce rythme que nous maintenons jusqu'à présent. Les partis d'opposition sont sur le terrain. Et je crois que le rythme de ces partis n'est pas différent des autres partis dans les années 2011 ou bien 2004. La seule différence au niveau de la synthèse des deux partis, c'est quoi? C'est qu'il y a les réseaux sociaux qui sont rajoutés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent la parole à presque tout le monde. Vous pouvez être dans votre chambre, vous communiquez avec le monde. Avant, il fallait soit passer à la CRTV, soit à 2 ou 3 chaînes télé privées, et celles-là demandaient de l'argent. Donc, ceux qui n'avaient pas d'argent pour payer et faire diffuser, ça fait que les gens posaient des actes et on ne communiquait pas. On voit la tournée du MRC, on voit la tournée 11 millions et autres. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde est au courant en temps réel. Alors qu'avant, il fallait soit être suivi par la CRTV, soit par une autre télé privée, canal de STV ou autre. Il y avait peut-être 4 ou 5 comme ça. Et quand, pour les télé privées, vous n'aviez pas d'argent pour payer, ça ne passait pas. Et du coup, on avait le sentiment que les gens ne faisaient rien. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les réseaux sociaux qui mettent à jour, au niveau. Ils sont venus décomplexer. Décomplexer le système. Mais je ne pense pas que le système en lui-même a énormément changé. Ça s'est toujours passé comme ça avant, mais il n'y avait personne pour relayer ça auprès des populations. Donc je pense que l'apport des réseaux sociaux a énormément changé la donne. Comme l'a dit madame, l'élection 2018 sera différente de toutes les autres. Déjà, à cause de cette communication qui est rapide, à temps réel, et aussi parce que chaque parti a sa stratégie. Le RDPC, qui est de façon permanente sur le terrain, n'a pas besoin d'accélérer maintenant. Maintenant, on a l'impression qu'on accélère un tout petit peu avec les campagnes de recouvrement de fonds. Parce que vous savez, le financement des partis tel que la loi l'indique, ces sommes ne peut pas permettre à un parti de vraiment couvrir l'ensemble du territoire. C'est un petit coup de pouce qui aide, mais et pendant très longtemps, nous avons travaillé dans notre parti avec des grands donateurs, des grands hommes d'affaires qui finançaient le parti. Hein. Et au jour d'aujourd'hui, on connaît le contexte qui est celui de ce pays et il faut trouver d'autres moyens de renflouer les caisses. Et le RDPC a trouvé la formule pour son parti de passer par cette délégation permanente régionale et départementale pour essayer de
solliciter ses militants, ses sympathisants et ceux qui veulent aider leurs champions. Je le rappelle, tout est trop. Voilà. Mais sinon, à part ce changement, cette approche, moi j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est les réseaux sociaux qui mettent en vue tout ce qui se faisait depuis toujours, mais qui n'était pas relayé auprès des populations. René Bonono, vous avez plutôt le pied sur l'accélérateur. Hein. Serge Espoir Matomba, lui, il est un peu sur tous les fronts. Je voudrais d'abord dire que je pense que la lecture de la scène politique actuelle entre la publication des candidatures à l'élection et le début de la campagne. Vous savez que la loi au Cameroun n'encadre pas la pré-campagne. Ça veut dire qu'à un moment donné, chacun y va de sa façon, en fonction de sa stratégie qu'il a développée. Je voudrais donc, si vous me permettez, faire une lecture en 8 points, qui sont en fait pour moi les points névralgiques d'une stratégie pour gagner une élection. La première chose, donc, c'est le terrain. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous savez que Serge Espoir Matomba et le PUS, le terrain, ça devient comme un ADN pour le PUS, parce que ce sera la énième fois, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que c'est vrai, peut-être que la campagne de cette année ou l'élection de cette année ressemble aux autres, mais on n'a pas vu en 2011 beaucoup de candidats se projeter bien avant l'élection vers des régions comme l'extrême nord, qui a souvent été regardée comme la chasse gardée du RDPC de M. Biya. Et il y a donc des candidats qui se déploient sur le terrain, qui vont au contact des populations, qui échangent avec elles. Vous parlez de Serge Espoir Matomba, qui finalement est effectivement sur tous les terrains, parce que nous allons vers les populations pour échanger avec elles. Et nous continuons d'installation de nos structures, parce qu'après notre congrès de 2017, on a eu des renouvellements de nos structures de base, du sommet politique. Il est donc question de les installer. Comme ça, j'espère, Matomba, il y a plein d'autres partis politiques, des candidats, si vous voulez, qui se déploient sur le terrain pour commencer justement cette action marketing. Le deuxième terrain, c'est celui de la diplomatie. Parce que c'est très important, lorsque on s'engage dans un processus électoral comme celui-ci, de pouvoir développer cet aspect. Et nous voyons des candidats, que ce soit le président de la République sortant, qui fait venir un certain nombre de personnes. Il y a des candidats qui rencontrent des chefs d'État, d'autres le font de façon discrète, en fonction des agendas des uns et des autres, et de la stratégie communicationnelle des uns. Donc, ils sont nombreux, hein, les candidats qui voyagent, qui se déplacent, qui vont à l'étranger, qui font des rencontres. Ça fait partie de la stratégie électorale que nous observons dans le champ politique actuellement. La troisième chose, ce sont les médias. Et je crois que nous avons les médias classiques, mais aussi effectivement les médias sociaux qui sont venus révolutionner pratiquement la communication politique aujourd'hui. Pour autant qu'il est difficile pour un candidat aujourd'hui véritablement de s'exprimer ou alors de déployer une stratégie électorale si jamais il n'a pas la maîtrise des réseaux sociaux. Vous avez vu d'ailleurs le président de la République utiliser un média social, Twitter, pour pouvoir annoncer sa candidature. Et ils sont donc nombreux comme ça, et les uns se distinguant par rapport aux autres. Serge Espoir Matomba est sur presque tous les comptes, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, qui permet de relayer justement les actions qui sont faites ça et là. Et les autres candidats également, les 8 autres candidats se déploient sur ce champ-là. Nous avons la quatrième chose, c'est la ressource financière, les mobilisations des ressources financières. Vous observez que les uns et les autres essayent d'utiliser les voies et moyens qui sont les leurs pour essayer de mobiliser les fonds avant de la préparation de la campagne. D'autres le font à ciel ouvert, d'autres utilisent des structures qui leur sont dévolues par leur parti, d'autres le font au sein de leur parti sans forcément faire beaucoup de bruit. C'est le cas au sein du PURS où il y a des mobilisations des fonds, mais sans forcément, parce que nous appelons les militants à mettre la main dans la pâte, parce qu'une campagne, ça coûte cher, ça nécessite un financement important. Et la majorité des candidats le font, nous le voyons sur la scène, ce que nous observons. La deuxième chose, ce sont les mutualisations, parce que quelle que soit la force d'un candidat, vous voyez que même celui qui est au pouvoir aujourd'hui a besoin de s'agripper, si vous voulez, de se perfuser par un G20 pour essayer de soutenir sa candidature, parce que c'est important d'avoir toujours des alliés et d'avoir des personnes qui vous accompagnent. Et au sein du PUS également, Matomba, vous l'avez vu, en contact avec les autres leaders, faire des échanges, échanger avec eux pour justement essayer de construire cet aspect. Comme lui, plusieurs autres acteurs, plusieurs autres candidats développent ce type d'activité et nous l'observons au niveau de la scène. L'autre chose, c'est le corps de campagne, c'est-à-dire parce qu'une campagne, ce sont les équipes.
Et progressivement, nous voyons les candidats à travers leur déploiement qui font quelquefois des réunions, qui font des échanges. Vous avez des représentants des candidats qui interviennent dans des médias, qui sont sur le terrain. Moi, je suis aujourd'hui, je représente l'Opus, c'est parce que je fais partie effectivement de la campagne. Vous avez Madame Alissa Dio, la présidente, qui représente un candidat, Monsieur Mouté et Monsieur Maître Momo. Ce sont les équipes de campagne, en fait, c'est le reflet de ces équipes de campagne que nous observons au travers du déploiement des différents candidats. La sixième chose, la septième, c'est la surveillance des élections. Vous observez de plus en plus que les candidats forment le scrutateur. Bon, on appelle ça, du point de vue de la loi, les représentants des candidats dans les différentes commissions locales de vote. Et vous observez un peu partout comment les candidats se préparent à la formation des formateurs de ces représentants-là, pour qu'enfin, justement, ceux-là puissent, n'est-ce pas, surveiller les votes ce jour. La chose la plus importante également, c'est la capacité à maîtriser ses adversaires. Parce qu'on ne peut pas faire tout ce schéma-là en restant sur soi. Il faut lire exactement et suivre ce que les autres font. Nous, au PUS, nous avons toute une stratégie où nous suivons chaque candidat. Nous essayons d'observer ses mouvements, ses allées et venir, les actions qu'il pose, comment est-ce qu'il les déploie, quelles sont les stratégies qu'il déploie, suivant ces différents éléments que j'ai évoqués. Donc, vu dans ce sens, je pense que l'élection de cette année, je suis d'accord, je prends à mon compte ici le fait que ce n'est pas une élection qui ressemble à celle de 2011. Je suis désolé, pour la simple raison que nous voyons de la ferveur, même au sein du peuple. C'est-à-dire, de plus en plus, vous rencontrez des jeunes, des personnes qui vous disent « Je n'ai jamais voté, mais cette année, je vais aller voter ». C'est un indicateur de ce que... Même si le chiffre global d'électeurs a légèrement... Encore que le chiffre a baissé, mais si on prend l'abstention de 2 300 000 électeurs de 2011 sur les 7 millions qu'il y avait, je crois que le chiffre qu'on a aujourd'hui, voilà, nous sommes plus ou moins dans ça. L'essentiel, justement, c'est qu'on observe que des gens sont en train de se déployer pour dire « nous allons aller voter ». Et de ce point de vue-là, l'élection de cette année, les candidats se déploient les uns après les autres. Certains vont devoir défendre leur bilan, d'autres essayent de présenter le charme de leur projet de société, qui est le dernier élément le plus important dans la stratégie de campagne. Justement, passé donc l'observation globale, on observe quand même que, du moins dans chacun des états-majors, il y a pour certains de la frénésie, pour d'autres de l'engouement, à toucher du doigt véritablement, peut-être parce que la campagne n'est pas encore véritablement lancée. Je l'ai dit, il y a des candidats qui n'ont pas encore vraiment annoncé leur candidat, leur programme. Les questions essentielles qui touchent les Camerounais aujourd'hui, l'eau, l'électricité, le chômage, pour me redire, le sous-emploi, les questions de financement économique, pour dire que les candidats ne sont pas encore véritablement entrés dans le discours pour peut-être mieux canaliser les électeurs, pour peut-être se démarquer dans leur choix et stratégie politique vis-à-vis Robert Mouté Mbassa de leurs adversaires dans cette élection. Ben, chaque parti, chaque candidat et le parti qui l'accompagne a son programme. Bon, nous autres, au RDPC, nous sommes aux affaires. Nous avons un bilan. Donc, j'allais commencer par là. Donc, je pense que pour nous, c'est assez clair que y a des choses qui ont marché. Il y a des choses qui ont moins bien marché, mais nous savons ce qu'il y a à faire maintenant pour essayer de redresser. Donc, eux en face, ils ont des programmes. Nous vivons dans la réalité. Et ils vivent dans la fiction parce qu'ils veulent le faire. Ils se disent qu'ils vont le faire. Nous, on n'a pas été peut-être capables de le faire. Ils pensent pouvoir le faire mieux que nous. Et justement, nous sommes dans un marché où je peux dire que il y a un terme que les Camerounais aiment bien, de vente de l'illusion. Parce que vous savez, nous sommes assis au pouvoir et ils veulent venir s'asseoir. Et donc pour venir, il faut, c'est comme le commerçant qui est au marché, qui vend ses mangues, ses oranges, il met les plus belles au-dessus. Et parfois, quand tu pars fouiller en dessous, tu te retrouves avec des pourritures. Donc je pense que c'est normal qu'ils essayent de nous démonter pour nous déclasser et venir nous remplacer. Notre rôle aussi, c'est d'essayer d'expliquer ce qui n'a pas bien marché, pourquoi ça n'a pas bien marché. Les Camerounais aujourd'hui ne sont plus dupes. On ne peut plus venir les tromper avec le maquereau ou le riz. Aujourd'hui, les gens parlent programme, les gens parlent, les gens écoutent. Quand vous voyez l'ampleur, l'engouement que les gens ont à débattre, quand vous voyez un peu tout ça, vous comprenez que, quelque part, les Camerounais
ne sommes plus au stade où c'est le riz et le maquereau. Il faut bien expliquer. Là où ça réussit, c'est bien. On maintient les acquis. Mais là où ça a moins bien réussi, il faut avoir les arguments pour justifier pourquoi ça n'a pas réussi et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que ça réussisse. Donc je pense que ça sera ce genre de débat que nous autres on aura à faire durant la campagne. Nous ne veut pas rentrer dans l'illusion ou bien la vendouille dans l'illusion parce que nous sommes dans le réel. Nous ne voulons pas partie du réel au fictif. Maintenant, ceux qui ne sont pas aux affaires, vous savez, c'est comme diriger une structure, c'est comme diriger, je ne sais pas, quand vous n'avez pas encore la responsabilité de diriger une structure, ou bien d'être un chef de famille qui dirige sa famille, normalement, et que vous n'êtes qu'un jeune célibataire, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous avez permis. Nous, on est dedans, on connaît, on sait pourquoi ça ne marche pas, et on va peut-être revenir tout à l'heure, je ne vais pas commencer à développer, sauf si vous me le permettez. Non, on revient. Donc, moi, je pense que nous sommes dans le réel et nous allons rester dans le réel et essayer d'expliquer ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a été mis, qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de corriger le tir. Et je crois qu'à partir de ce moment, je crois que ça sera clair pour tout le monde. Maintenant, essayer de proposer la lune aux gens, essayer de dire qu'on va faire 10 fois mieux, on va créer, je ne sais pas, des dizaines de millions d'emplois, on va faire ceci, c'est bien beau, tout le monde peut le dire, nous-mêmes on peut le dire aussi, mais est-ce que c'est pas logique? Nous sommes aux affaires, on sait que ce n'est pas facile de le faire. Dans ce discours de pré-campagne, avez-vous le sentiment qu'on peut commencer à cerner les prétendants à la présidence? Oui, tout à fait. Moi, je pense. Il suffit de les suivre. Le discours de l'opposition n'est-elle pas bien à Moscou? Et puis... Il suffit de les suivre de près, de les marquer à la culotte, comme vient de le dire mon concitoyen du PURS, pour dénoter quand même, parce que... je vais dire, de l'encre a beaucoup coulé depuis lors. En fait, nous sommes en campagne. Grâce aux réseaux sociaux, comme on l'a constaté tout à l'heure, en 2011, les citoyens étaient moins présents dans les réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone Android qui lui permet donc d'être à la fois consommateur, mais producteur aussi de l'information et amplificateur de l'information. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe à un point B et qui hier peut-être aurait pu être identifié comme pas pertinent par les médias traditionnels. Aujourd'hui, par la magie des réseaux sociaux, un individu pas forcément connu peut vous par sa manière de traiter ou de relayer cette information-là, l'amplifier ou alors lui donner une connotation un peu plus qui oblige donc les médias traditionnels que vous êtes à vous y pencher. Donc c'est cela l'enjeu. Or, lorsqu'on sait que toute aventure politique, électorale est un rendez-vous entre les prétendants, les aspirants et les acheteurs, qu'est la masse critique électorale, donc le peuple, on en déduit donc que le facteur média a contribué, justement pour revenir à votre question, à permettre que la campagne commence tout naturellement depuis, on va dire, que le discours de la campagne prenne d'assaut les réseaux sociaux, notamment depuis le déclenchement. Ça, c'est là où je situe le moment du pic, depuis le déclenchement de la crise anglophone et aussi certains drames que nous ont donné à voir les médias traditionnels et ces mêmes réseaux sociaux dans le septentrion du pays. Donc, pendant ce temps-là, on a observé un pic au niveau de la demande de la masse critique électorale qui nous interpellait parce que parfois, j'ai remarqué, il suffisait que je fasse une semaine parce que je suis très, très, très connectée aux réseaux sociaux. Parce que là-bas, vous réussissez quand même à atteindre des populations qui, hier, n'auraient pas pu, par exemple, acheter un journal de 400 francs, n'auraient pas pu parce qu'il y a beaucoup de Camerounais. Près de 40% de Camerounais vivent en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 500 francs par jour. Donc, du coup, ils ne sont pas capables de s'acheter un quotidien pour le lire. Or, aujourd'hui, avec 200 francs, 100 francs, 250 francs, les gens sont connectés et prennent des informations un peu partout par le truchement des amis et des amis des amis, etc. Donc, c'est cela l'enjeu. Alors, avec les différentes crises sociales qui ont connu un pic
en 2016, notamment la crise anglophone et beaucoup d'autres crises, les accidents de la route qui à un moment donné ont connu, mais alors une excroissance effrayante, eh bien les réseaux sociaux, après avoir traité de l'information conjoncturelle, ont toujours eu cette tendance-là à sortir par une interpellation de l'entrepreneur politique que nous sommes, en nous demandant, nous espérons que vous n'allez plus laisser passer ça. Donc, du coup, on a été, on va dire en quelque sorte, happé par la demande populaire, et depuis très longtemps, nous avons été obligés de rendre compte, c'est-à-dire de discourir sur quelle est notre vision d'un Cameroun qui serait différent de celui-ci. D'où aujourd'hui, je peux dire que c'est vrai, certains candidats ont déjà pris l'option de dérouler concrètement ce qu'on appellerait leur programme. Ce n'est pas le cas pour la plateforme pour la Nouvelle République qui porte le candidat Akeré Mouna et dont je suis la secrétaire générale, parce que nous avons choisi l'option dans un premier temps, et ça c'est notre stratégie. Je ne dis pas qu'elle est la meilleure, mais c'est notre stratégie. Nous avons choisi dans un premier temps de faire connaître l'homme, Akeré Mouna, qui il est, d'où il vient et quelle est sa vision. Vous savez bien que la vision est très différente de ce que vous appelez du programme, que d'aucuns appellent le projet de société. Donc nous avons choisi de commencer sur cet axe-là, et commençant sur cet axe-là, on a, sur le plan du déploiement territorial, nous avons choisi, puisqu'on parle de l'élection présidentielle, nous avons choisi de faire la diaspora d'abord. La diaspora camerounaise vote à l'élection présidentielle. Nous avons presque bouclé la diaspora, et maintenant, parallèlement à la diaspora, nous avons fait l'option, puisque je viens de vous dire qu'Akeré Mouna n'est pas un militant au sens premier du terme. C'est un technocrate qui vient avec une offre concrète, technique, pratique. Donc, nous avons choisi, donc, lui n'étant pas militant, pour peaufiner et pour mettre les derniers points sur les i de cette offre programmatique-là, nous avons choisi à l'intérieur et dans la diaspora de faire ce que nous appelons du porte-à-porte. Vous avez dû voir dans les réseaux sociaux des petits groupes, vraiment à l'intérieur des maisons, au cadre idéal, justement pour interagir, échanger avec les citoyens dont le choix n'était pas fait au hasard. C'est-à-dire que les sites et les cibles que nous visions étaient choisis suivant les problèmes que nous avions envie de masse. Tout à fait, que nous avions envie de mieux cerner. Cerner pourquoi? Pour voir si l'offre que nous avons en veilleuse répondra effectivement à leurs préoccupations concrètes et conjoncturelles. Donc nous avons commencé par là, et c'est ensuite, donc, lorsque la campagne sera effectivement lancée, que nous allons rentrer dans ce qu'on appelle généralement les grands meetings, les grands rallyes, où il n'y a pas interaction, où le leader vient et il parle. Nous avons jugé bon qu'il était question d'abord de prendre le pouls de la société et de recadrer votre programme. Oui, pour recadrer notre Maître Momo? Oui, vous savez, le discours. Si la politique était sentimentale, j'aurais certainement soutenu la candidature de M. Akeré Mouna, en raison de ce que c'est un avocat, c'est mon bâtonnier, et c'est le frère de Bernard Mouna qui est pratiquement comme mon parrain. Nous avons d'ailleurs une rencontre à ce sujet. Mais voilà, la politique est rationnelle, c'est pas le sentiment. La politique est rationnelle parce qu'il faut gérer des hommes et des biens. Il faut gérer un pays. C'est des hommes, c'est des biens, c'est des ressources de ce pays qui nous appartiennent à nous, les vivants, et à nos enfants, nés ou à naître. Donc c'est cela. Si vous ne faites pas attention, la génération qui est là va tout dilapider sans penser à leurs propres enfants, nés ou ceux à naître. C'est pour ça que la politique est tout à fait rationnelle. Il faut raisonner. Donc, à partir de ce moment, si vous avez des candidats, comme dit Alice, qui sont des ovnis politiques, qui sont des ovnis interplanétaires, qui n'ont pas pied à terre, qui ont une vision qui n'a aucun rapport avec la réalité,
vous vous éloignez d'eux pour dire ce n'est pas le chemin qui mène à Damas. Maintenant, vous avez des candidats, une sorte de toute une... j'allais utiliser un mot camerounais qui n'est pas tout à fait dans le dictionnaire, ils disent foultitude, tout ça. Vous avez toute une masse de candidats qui vous disent comment ils vont changer les choses, etc. Moi, je dis simplement ceci. J'ai été candidat, j'ai été porteur d'un projet. Et je suis allé à la présidentielle pour vendre ce projet qui n'a pas été acheté. Et je me suis remis en cause pour demander pourquoi ça n'a pas marché. Et en même temps que je me mets en cause pour demander pourquoi ça n'a pas marché, j'ai également interrogé le fonctionnement de celui qui est là, pour savoir quelle est sa part de responsabilité. Et je vous ai dit, comme je suis également théoricien, j'ai essayé de me spécialiser en sciences politiques sur le comportement électoral, pour savoir quelles sont les difficultés que notre pays a. C'est-à-dire, il faut d'abord enlever la haine d'un candidat. Parce que beaucoup sont focalisés sur leur haine pour une personne, fût-elle le président de la République. Ils ont une haine viscérale pour le président de la République, Paul Biya, et ils ne regardent pas les entraves auxquelles ils peuvent faire face et les difficultés auxquelles ils peuvent faire face. L'exemple est simple. Si vous avez un salaire de 100 000 francs, vous avez à nourrir 6 femmes, 6 enfants. Comment est-ce qu'avec vous louez une maison, vous payez la scolarité des enfants, les médicaments, etc. Et après, il faut aussi payer les dettes. Comment vous arrivez à acheter une voiture dans ça si vous ne faites pas un emprunt? Et si vous faites un emprunt pour acheter une voiture, il vous faudra combien de temps pour rembourser? Si vous avez 100 000 francs de salaire, vous avez 6 enfants, etc. Je vais en venir à ce que les candidats qui veulent changer, qui veulent apporter, doivent expliquer comment ils vont gérer le budget de 4 000 milliards que nous avons. Le budget, quelle est la gestion alternative que vous allez proposer au peuple pour dire que celui-ci a trop gaspillé, il a trop gaspillé. On n'est pas obligé d'adopter le même budget. Pardon, Alice, je suis souvent très... Non, c'était pour mettre de l'eau à votre oui, non, je souhaiterais que pour dire qu'on n'est pas obligé d'adopter la même loi de finances que votre candidat. C'est le schéma qu'on aura. Chacun va parler à son tour. Oui, vous me laissez aller au bout. Pourquoi? Parce que quand j'interroge notre budget, et il faut interroger la composante de ce budget. Qu'est-ce qui rentre dans le budget? Vous avez un budget d'environ 4 500 milliards, qui est infiniment petit par rapport au budget de la ville de Paris, qui est de 5 250 milliards. Vous avez le budget d'un pays qui est petit par rapport au budget d'une commune. Et vous vous dites, bon, maintenant, dans ce budget-là, le patron qui gère, le papa qui a ses 100 000 francs de salaire-là, et qui doit payer la scolarité des enfants, la maladie, la location, le loyer, les frais d'électricité, le papa là, qui gère 4 000 milliards là, il doit payer 1 milliard 200 millions rien que pour les fonctionnaires. Il va payer 1 milliard 800 1800 milliards. 1800 milliards, parce que là c'était 1200 milliards pour les fonctionnaires, 1800 milliards pour les frais de paperasse, pour les ordinateurs, pour les papiers, pour les frais de fonctionnement, pour tout ça dit fonctionnement de l'administration. Ça fait 3 milliards qui sont partis. La présidence est une institution sacrée. Vous avez 54 milliards que la présidence va utiliser. Parce que quand il va faire ses missions en Europe, on pense qu'il a pris l'argent dans la poche des gens. Tout en vous laissant poursuivre. Je pense que la réplique d'Alice Sadio était quand même pertinente. Non, oui. Voilà, pour dire que 4 milliards, c'est dans votre schéma. Non. Les autres candidats n'ont pas systématiquement le même schéma économique. C'est ça où je vais en venir. Les autres disent quoi? Que
pour augmenter ce budget-là, je ne sais pas, ce n'est pas le candidat Kamou Dalis qui dit ça. J'ai entendu ça. D'autres, j'ai entendu un qui disait qu'il va réduire le budget. J'ai trop ri. J'ai beaucoup ri parce que j'ai dit, voilà quelqu'un qui n'a rien compris. Je me suis renversé de rire. L'autre dit qu'il va augmenter. Et j'ai dit, comment vous allez augmenter? Il dit, nous avons des richesses du sol et du sous-sol. Il faut les vendre. Il faut les vendre. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez que Paul Biya ne sait pas qu'il faut vendre? Sauf que vous voulez vendre le pétrole. Depuis 1960, il n'y a qu'un seul puits de pétrole que nous avons foré. Le deuxième puits, c'est le puits de Kribi, là, sur l'île de Kribi, qui date de 2014. Oui, qui date de 2014. C'est-à-dire après 2009, après le 31 décembre 2009. Parce que le 31 décembre 2009 est une date historique. Nous avons signé des accords avec une puissance étrangère avant d'entrer à l'indépendance le 31 décembre 1959 pour dire que nos richesses du sous-sol et du sol seront vendues à cette puissance. Ces accords qui dataient de 50 ans sont venus à échéance le 31 décembre 2009 et le président n'a pas reconduit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons regarder sur le plan international à qui maintenant nous vendre notre pétrole sur un taux qui soit quand même acceptable. Or, le taux qui est acceptable aujourd'hui, c'est lequel? C'est celui que a obtenu Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale, c'est-à-dire 20% qu'il a vendu aux Anglais. Ça correspond à quoi? Ça dit que notre pétrole de Limbé, ils prennent 10 litres, ils nous donnent des 1000 litres. Le pétrole du Tchad, qui a servi à goudronner, ils prennent 10 litres, ils donnent à Driss Déby 0,2, c'est-à-dire moins d'un quart de litre. Et Obiangema Bazogo qui a pu vendre le plus cher, et on prend 10 litres et on lui donne 2 litres. Maintenant, les gens disent qu'ils vont vendre le pétrole. Ils ne savent pas qu'en vendant maintenant, là, on peut obtenir plus cher. Mais avant 2010, absolument, vous auriez bradé la richesse. C'est pour ça que je veux dire qu'un papa responsable ne va pas vendre son régime de plantain qui coûte 3000 francs. Il ne va pas le vendre à 50 francs sur le marché. René, oui, même si les enfants disent que maman j'ai faim, on va dire que pardon, attendez d'abord. Oui, je voudrais d'abord faire 2 ou 3 précisions. La première, c'est que les candidats qui sont sur le terrain, en ce qui concerne particulièrement le PURS, pour le cas que je connais, le projet de société du PURS est connu, ça fait près d'1 an aujourd'hui. On l'a présenté progressivement à la presse. Et lorsque je parle de projet de société, je crois qu'il faut qu'on se comprenne bien. Il y a une différence entre un projet de société et un programme de société, un programme politique. Pour la simple raison que nous parlons de projet de société parce que la société camerounaise est en crise. C'est une société qui a refondé complètement, compte tenu de ce que tous ces aspects, quel que soit ce que vous prenez, est en crise. Et nous avons donc fait des propositions d'un projet de société à l'intérieur duquel nous allons extraire donc un programme politique pour les 5 premières années. Nous avons fait certaines annonces. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour expliquer le projet de société, par exemple, ce sont les médias qui doivent donner la latitude aux candidats, aux représentants de le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on avait dit qu'on parlait par exemple de l'économie ou de l'éducation, on aurait certainement présenté ce que le PUS, par exemple, propose. Le temps de la campagne viendra. Très bien. Et lorsque je le dis, c'est pour dire que, en principe, la campagne n'a pas commencé. Absolument. Cela veut dire que vous-même, vous êtes dans la difficulté à pouvoir organiser les débats parce que vous êtes tenu par la loi concernant la campagne électorale qui n'est pas encore ouverte au point de vue. Je voudrais dire à M. Mouté Ambassa que je crois qu'il faut cesser d'infantiliser l'opposition camerounaise. C'est quand même assez aberrant de dire facilement que lorsqu'on fait des propositions pour pouvoir mieux gouverner, on est dans la fiction. Donc, je suis désolé. Les projets de société ou les programmes politiques qui sont élaborés, en tout cas pour ce qui est du PURS, cela s'est fait à partir des diagnostics. Les projections qui sont faites sont réalistes parce que quand l'occasion nous sera donnée, nous allons le faire. Hier, j'étais à une radio à Yaoundé où on parlait, pour ne pas la cacher, au poste national, on parlait du programme économique. Nous avons eu l'occasion de présenter justement ce que nous proposons sur le plan économique. Cela signifie que cette activité qui est faite là, nous ne nous tenons pas de l'extérieur. Parce que pour beaucoup d'entre nous, il y en a qui sont au contact de l'activité économique, soit dans les affaires, soit parce qu'ils sont des fonctionnaires. Ça veut dire qu'on ne découvre pas ce qui se fait au Cameroun. Il y a un bilan certainement qu'ils vont devoir assumer. Mais moi, je voudrais déjà dire clairement que cette année, en tout cas pour ce qui concerne le PURS,
il n'y aura aucun débat sur Biya Moscow. Ça doit être projet contre projet. Parce que c'est un piège à Kong dans lequel l'opposition est souvent tombée les années précédentes. Et vous voulez vous en démarquer? Non, on s'en démarque. D'ailleurs, les consignes qui sont données progressivement aux militants du PURS, vous n'avez pas à ressasser ce qui ne va pas au Cameroun. Parce que n'importe quel Camerounais que vous rencontrez à l'extérieur vous dira ce qui ne va pas. La différence qui doit exister entre vous, qui êtes un entrepreneur politique, qui portez une autre politique, c'est d'être capable de dire, ok, vous avez constaté comme tout le monde que ça ne va pas, comment vous résolvez la question? Et c'est en ce moment-là que vous faites donc le distinguo entre le Camerounais ordinaire et vous qui prétendez à la gestion à la magistrature suprême. Donc cela étant dit, je voudrais donc dire, peut-être savoir ici, M. Moutiambassa et Maître Momo, vous avez lu le projet de société de quel candidat déjà? Parce que tel que je vous écoute parler, c'est comme si vraiment c'est aérien, mais pourtant il y a des programmes qui sont dehors. Le PUS a le résumé de son projet qui est dehors. Le MRC a publié son projet. Univers a publié son projet. Ne serait-ce que pour ces trois. Parce que moi, je vous ai dit, nous suivons pas à pas chaque candidat. Ça veut dire que dès qu'il publie un document comme celui-là, nous le récupérons parce que ça devient un objet de travail pour nous, à partir duquel nous allons devoir essayer de ressortir les faiblesses des uns et des autres et les forces qui permettront donc de mieux agrémenter les différents débats que nous avons. Je voudrais également que nous fassions progresser la démocratie. Ça ne sert à rien de venir dire à tout le monde, vous n'avez pas de projet, vous êtes dans les rêves, vous êtes dans la fiction. Vous avez lu lequel des projets des candidats, ceux qui sont déjà disponibles. Peut-être à partir de là, on peut donc débattre. Vous allez me dire, sur le plan de l'économie, vous avez proposé ceci, est-ce que vous pouvez réaliser? Et on vous explique. Mais si vous allez venir nous dire dans les débats chaque fois que, ben, écoutez, vous n'avez rien à dire, vous avez, tel que monsieur Maître Momo l'a présenté là, je ne sais pas à tête qui il le présentait, le budget, qui n'est que prévisionnel, et un certain nombre de situations, on dirait que c'était magique. Attention, il y a de la ressource humaine au sein des partis politiques. Nous sommes encore dans l'analyse de la pré-campagne. Voilà, donc c'est pour ça que je voudrais qu'on se comprenne là-dessus. Et justement, je relance par vous, puisque pour respecter un peu le temps de parole, on sait quand même qu'il y a un certain nombre de sujets d'actualité, évidemment, qui préoccupent les Camerounais. Et dans cette phase, j'aimerais bien avoir le regard de chacun, de savoir comment est-ce que les différents candidats abordent, appréhendent, peut-être contribuent ou évoquent ces différents thèmes-là. Crise anglophone, les projets structurants, les problèmes économiques, je l'ai dit, j'ai cité quelques-uns tout à l'heure. Vous, quelle perception vous en faites? Est-ce que les candidats sont dans un schéma contradictoire, les uns les autres, en fonction évidemment des programmes qu'ils vont proposer bien plus tard en pleine campagne? Oui, il y a plusieurs sujets qui sont contradictoires. Vous parlez de la crise anglophone pour faire référence un peu à un débat qui est actuel, qui est la forme de l'État. Il y a des candidats qui se prononcent clairement en faveur du fédéralisme. Nous, au sein du PUS, nous faisons le choix d'une réelle décentralisation. Nous nous sommes clairement prononcés là-dessus. Il y a le candidat Akeremona qui est pour le fédéralisme, Joshua aussi qui est pour le fédéralisme. Ils sont nombreux des candidats qui ont pris de l'option. Finalement, j'ai suivi samedi, le MRC est pour la décentralisation. Donc, il y a des candidats qui se contredisent. Sur le plan économique, nous avons des façons différentes d'aborder. J'ai eu des échanges hier plusieurs fois avec certains représentants des candidats et même les candidats même. Les thématiques sont différentes. Le seul souci aujourd'hui, c'est que le débat sur ces différentes questions se fait de façon disparate. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore cerner clairement quelles sont les positions des uns et des autres. Alors, si on disait, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous échangeons de la forme de l'État. Quand vous dites décentralisation, qu'est-ce que vous y mettez dedans? Quand vous dites fédéralisme, qu'est-ce que vous mettez? Ça va permettre de voir quelles sont les lignes de démarcation entre les différents candidats et quels sont les points de convergence. Mais la grande majorité, d'ailleurs, pour ce qui est de la crise anglophone, il est presque impossible pour les différents candidats de ne pas se prononcer clairement là-dessus. Pour ce qui est du PUS, dès le début de cette crise, tout le temps, nous nous sommes toujours prononcés là-dessus. Donc, ce qui fait que nous avons notre position qui est connue pour ce qui est de la crise anglophone. Vous avez dit qu'on n'entre pas encore dans les fonds. Nous sommes dans le regard panoramique de la situation de la campagne telle qu'elle se vit actuellement. Je voudrais donc rester là, mais si vous donnez l'opportunité d'y aller plus en profondeur, voilà. Nous allons donc y aller pour dire clairement qu'est-ce que nous proposons dans tous les différents aspects que vous souhaitez. Robert Moutiambassa, sur les grandes questions de l'heure, comment est-ce que les candidats, comment vous le voyez, l'approche des différents candidats?
ou de leurs états-majors. Vous savez que la position du RDPC est claire. Hein. Son président l'a dit depuis un certain temps. Nous sommes aux affaires. Comme je dis et je maintiens, que le petit fait ne soit pas d'accord, il est dans la fiction. Nous sommes passés par là. Donc et quand on avait son âge, on est passé par là, on voyait les choses comme lui. Aujourd'hui, on voit les choses autrement parce que nous sommes dans l'action. Alors, par rapport à la crise anglophone, par exemple, c'est de ça qu'il a parlé. Le président Biya, qui est notre champion, qui est notre président national, est clair là-dessus. Et pour lui, il n'y a pas un débat sur la forme de l'État. Il l'a dit clairement. Donc, pour nous qui sommes aux affaires, il n'y a pas de débat sur la forme de l'État, point barre. Maintenant, si demain le PURS ou bien la plateforme Now ou d'autres SDF ou autres arrivent au pouvoir, évidemment, le patron qui sera là à ce moment précis pourra modifier la Constitution pour changer. Encore que notre Constitution qui parle d'État unitaire décentralisé, quand on parle de fédération, de décentralisation, qu'est-ce qui est différent? Tout dépend du contenu. On peut mettre dans la décentralisation un contenu qui est même mieux qu'une fédération. Tout dépend. Moi, je pense, et on peut appeler décentralisation fédération, tout dépend du contenu. Et je pense que la position de RDPC est très claire. Son président a été clair là-dessus. Il n'y a pas de discussion sur la forme de l'État. Maintenant, quand le PURS ou bien d'autres partis viendront au pouvoir, ils vont remettre ça sur la table. Et pour le moment, c'est la constitution camerounaise parle d'État unitaire décentralisé. Et c'est de ça qu'il est question. Donc maintenant, pour les autres points, les autres sujets de l'heure, nous faisons comme tous les autres partis, nous faisons une levée de fonds pour essayer d'être prêt. Je ne sais pas s'il y a un chapitre prévu pour ça, sinon je peux développer. Donc, ça fait que vous avez bien remarqué que depuis quelque temps, l'ORDPC organise des rencontres départementales et régionales pour essayer de mobiliser les fonds, parce que vous savez, c'est une campagne qui sera longue, difficile. Elle sera différente, comme l'a dit Mme Alice Sadio tout à l'heure. Elle sera une élection comme on n'en a pas eu avant. Parce que la qualité des candidats est en nette amélioration. Nous avons des gens qui connaissent bien le pays, des gens qui savent où toucher pour que ça fasse mal, et donc des gens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas hésité à aller dans nos bastions habituels et qui ont eu à faire bouger les foules. Donc je pense que nous sommes bien conscients de tout ça, et comme nous sommes une machine redoutable encore pendant les élections, nous sommes encore ralentis, je vous ai dit, nous essayons d'avoir le maximum de financement parce qu'il faut ça. Et moi je sors de mon village et nous avons fait une levée de fonds samedi dernier où le président départemental dans notre James Onobiono a invité toutes les élites à un meeting où nous avons potentiellement 35 millions de contribués avec 26 millions en cash et puis la différence en promesse, en sachant qu'il y a d'autres qui n'étaient pas encore là, qui n'étaient pas là parce que soit ils étaient en déplacement, soit ils n'étaient pas en santé. Et je pense que nous avons l'ambition d'aller, comme les autres départements, se rapprocher de 50 millions, si on peut, parce que vous savez, nous sommes quand même un département où il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas... c'est pas comme d'autres départements comme le Vouri ou bien... Donc bref, le RDPC mobilise encore les fonds. Donc nous mobilisons les fonds tranquillement parce que nous pensons que c'est une élection qui sera difficile. Si vous allez remarquer que les précédentes élections, quand on lançait la campagne, parfois on prenait jusqu'à une semaine avant d'être opérationnel parce que il fallait faire tout ça là. Sachant que... Vous avez pris l'élan. On a pris l'élan. Chez nous, par exemple, on a mis la date... Il y a 8 adversaires en face. Nous avons mis la date limite au 10 septembre. Tout doit être fait près de 2 semaines avant le début de la campagne officielle. Parce que là, nous allons mettre les 4 roues en marche, les turbos, et tout va être mis en place pour neutraliser tous ceux qui essayent de croire que le RDPC n'est pas sur le terrain. Non, nous avons l'avantage d'être dans les 360 arrondissements. Nous avons, beaucoup l'ont déjà dit avant moi, 8921 représentants qui seront répartis sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les conseillers, les députés, les maires et tout ça. C'est des relais. Parce que chaque fois que notre champion
va donner une vision, il y a des relais sur le terrain, les gens disent qu'il n'est pas sur le terrain. C'est normal, il n'a pas besoin d'être sur le terrain. Maintenant, le moment viendra où il va descendre sur le terrain. Tel qu'il a, la masse qu'il a de personnalités autour de lui qui sont prêts à aller porter son message, est tel qu'il n'a pas besoin de faire le tour du Cameroun comme les autres qui ont encore envie de se faire connaître. Il a dit, le jeune Bruno, ils sont sur le terrain, c'est normal, on doit les connaître. Nous, on nous connaît déjà. Pour ma part, sur cette question, je dois dire que j'étais fédéraliste, tout à fait fédéraliste. Maintenant que j'ai réalisé que les gens que je soutenais, la plupart me semblaient avoir un agenda caché, je dois dire que j'avais même été averti quand même depuis Boston par mes amis des États-Unis à Boston de faire attention à cette crise anglophone dès le départ. Parce que dès le départ, je les soutenais. Je soutenais la crise anglophone, je soutenais mes amis corporatistes et les avocats et tout ça. Et j'ai soutenu le fédéralisme. Mais depuis qu'on a pris des armes contre mon pays et que la plupart de mes amis anglophones sont pratiquement devenus des rebelles dans leur manière de faire et dans leur manière d'agir et qui soutiennent la sécession ambazonienne, un mot qui n'était pas connu et qui est désormais entré dans toutes les lèvres, y compris dans les villages. Je pense que le président Paul Biya et son équipe ont bien fait de rester dans une position ferme, non négociable, d'un Cameroun un et indivisible, sous une forme décentralisée. Ça, c'est ma conviction aujourd'hui. Les faits m'ont donné tort, parce que je pensais que les autres étaient de bonne foi. Et j'ai vu que des gens se sont rassemblés devant la présidence d'un pays ami pour demander son intervention au Cameroun afin de déloger un président souverain de ce pays-là, de notre Cameroun. Et à partir de ce moment-là, je dois être clair, ma position est claire. Je suis très très éloigné de ces gens qui veulent la séparation, la sécession et la création d'un État ambazonien. Ceci étant, j'ai eu le sentiment, et j'espère que je me suis trompé, que certains candidats prêtent le flanc et soutiennent ces séparatistes ambazoniens, soutiennent sous cap, en cachette, ou même parfaitement visible. J'ai lu sur des réseaux sociaux des militants portant les couleurs d'un certain candidat qui sont pratiquement, qui ont le même discours séparatiste, va-t-en-guerre que les Ambazoniens. Je dis, mon pays va mal et je peux rejoindre peut-être Mouté Ambassa que cette élection sera différente. Contrairement à ma première prise de parole, cette élection sera différente en raison de ce que les protagonistes sont armés. Certains des protagonistes sont armés de fusils, de Kalachnikov, de fusils mitraillettes, en cachette ou visiblement. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas. On pensait aller à une élection normale, qui ressemble à une élection normale comme celle que nous avons vue, mais si des gens ont des pistolets cachés dans le dos... Vous dites qu'il y a des candidats qui soutiennent la sécession? Oui, j'ai dit qu'il y a des candidats qui soutiennent secrètement ou ouvertement. On ne les a pas vus ouvertement, qui peuvent soutenir ouvertement. Ok, mais les candidats ne sont pas là, je préfère ne pas demander des noms. Pourquoi chaque fois que j'ai la parole, les gens m'interrompent? Parce que vous dites des choses intéressantes. Oui, non, disons qui nécessitent certainement parce que je dis ce que parfois les gens savent et ne peuvent pas dire. Parce que pour dire, Alice Sadio, dans sa première prise de parole, vous a parlé de leur objectif d'atteindre la masse critique. Moi, je dis qu'en sciences politiques, les expressions comme ça doivent être interrogées. Que signifie la masse critique? J'ai parlé de la masse critique électorale. Voilà, la masse critique électorale. Et en sciences politiques, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, donc, nous, voyez-vous, la masse critique électorale est interprétée selon un certain camp, comme étant la réunion, non pas de la majorité,
mais d'une infime partie de la minorité pour créer les troubles, pour revendiquer. La masse critique électorale ici s'analyserait comme vous allez à une élection en sachant que vous allez perdre, mais en réalité, sachant que vous allez perdre, vous voulez juste avoir 100 personnes ou 200 personnes qui peuvent vous accompagner, crier dans la rue qu'il y a eu fraude, il y a eu fraude. On nous a volé notre victoire pour qu'on crée les choses. Voilà l'autre aspect de la lecture de la science politique, de la masse critique. Voyez-vous? Parce que c'est une expression qui a un usage. Les gens peuvent rire ici et même je pourrais bien accepter que je suis traître de trahir cela. Parce que ce n'est pas une expression nouvelle. C'est une expression qui date de 2011. 2011. Vous savez que j'étais parmi les G8 là. D'accord? Donc, la masse critique là, dont on parle, existait déjà à cette époque. On recherchait la masse critique. Ok? Parce que je suis un des éléments qui animait la masse critique. Et moi, parlant de la masse critique, j'avais dit que je vais encercler plutôt le palais d'Etoudi pour qu'on fasse le vote physique. Des gens ont entendu l'idée de la masse critique pour dire, au lieu d'encercler le palais, d'aller s'asseoir pour faire le sitting, pour qu'on fasse le vote physique, c'est-à-dire on vous compte et on ne compte pas les papiers, on compte les hommes. Ils ont dit, on peut profiter de cette machine pour entrer directement, pour que les militaires nous tirent dessus et on appelle le pays ami au secours pour venir déloger le président Pabia. Donc, quand nous sommes ici, il faut dire les choses qu'on dit souvent dans l'opposition radicale. Ok? On peut dire traître parce que moi, je refuse de prêter le flanc à cet aspect de l'usage électoral pour déstabiliser un pays. Je suis absolument farouchement contre. On n'a pas les mêmes objectifs. Et là, vous distinguerez plusieurs oppositions. Il y a des oppositions responsables, et je respecte beaucoup le PURS. Serge Matomba, que je connais depuis, et qui, de mon point de vue, ne s'est pas encore allié à cette brutalité-là. Je respecte beaucoup le candidat Akerimouna, qui, de mon point de vue, je peux me tromper, ne s'est pas allié à ces gens-là. Mais il y a d'autres candidats que je ne cite pas. Parce où il y a d'autres militants de certains candidats, voilà, c'est mieux dit comme ça. Des militants de certains candidats qui sont des candidats de la masse critique. Tout leur discours est là. Et ils ne se cachent même pas pour le dire. Allez, et moi, je suis un acteur, je connais ce que ça signifie. Allez, Sadio. Excusez-moi. Allez-y. Ok, je ne sais pas si il faut parler le français. Écoutez, c'est moi qui ai utilisé l'expression masse critique électorale sur ce plateau. Je ne savais pas que ça ferait l'objet d'une telle analyse. Moi, je pensais que ça allait de soi, eu égard au niveau intellectuel de ceux qui constituent le panel que vous avez constitué ce soir, Monsieur Dipita Tongo. Donc, maintenant, pour le dire, on va dire en français encore plus terre à terre, la masse critique électorale veut tout simplement dire la majorité de l'électorat, tout simplement. Donc, quand nous parlons d'atteindre la masse critique électorale, quand nous disons d'après la masse critique électorale, il est demandé aux principaux candidats, aux principaux postulants de converger vers la trouvaille d'une candidature consensuelle, par exemple. Ça veut tout simplement dire en français facile que l'essentiel de l'électorat acquis à l'opposition camerounaise demande aux principaux postulants de faire ceci. Donc, l'essentiel de l'électorat, ni plus ni moins, à moins que dans ce concept-là, d'aucuns ne voient autre chose. Vous savez, les acrobaties, les gymnastiques interprétationnelles peuvent nous conduire très 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 loin de nos intentions initiales lorsque nous parlons. Cela étant dit, je m'en voudrais de quitter ce plateau sans évoquer en passant, vraiment en passant, le propos qu'a tenu Maître Momo tout à l'heure en nous suggérant que le régime que nous aspirons, que nous voulons remplacer, qui est là depuis 36 ans,
eh bien, qu'ils ont caché le pétrole du Cameroun sous terre pour faire du bien au peuple camerounais. Je voudrais revenir là-dessus pour dire que c'est quand même amusant. Et j'espère que c'est de l'ironie parce que lorsqu'on analyse ça sous le prisme de ce qu'est ce régime du renouveau, lorsqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on a près de 2 gouvernements en prison, presque 2 gouvernements en prison, c'est-à-dire que l'ADN de ce régime du renouveau, de plus de 36 ans déjà, est la kleptomanie par excellence. Je me demande bien comment on peut en même temps avoir cette tendance au vol maladif et ériger quand même un système qui préserve les ressources du sous-sol et du sol pour le bien-être de la postérité. Maintenant, vu sous un autre prisme, je voudrais dire que peut-être il faudrait rappeler aux tenants de cette thèse qui voudrait nous faire comprendre que le Cameroun, on n'a rien touché, que le Cameroun est entier. Il faudrait peut-être revenir pour leur dire que du point de vue purement économique, ça ne tient pas la route. Pour la simple raison, et je vais prendre un seul élément, depuis la COP 21, par exemple, les puissances du monde qui sont les plus grosses demandeuses des produits issus du sous-sol, c'est-à-dire des produits pétroliers, sont en train de rechercher des sources d'énergie alternatives. C'est la nouvelle donne aujourd'hui. Donc, cette thèse selon laquelle le pétrole a été gardé pour ne pas le vendre moins cher, partons même du postulat ridicule que ce serait vrai, encore que ça ne l'est pas, cette thèse-là, ce postulat ridicule-là, tombe du coup lorsque on se projette sur l'avenir et en tenant compte des enjeux économiques qui seront ceux de demain. Cela étant dit, maintenant, revenons à la crise anglophone. La crise anglophone, il faut faire preuve de la politique. Il faut vraiment faire de la politique de l'autruche pour refuser de convoquer la chronologie de cette crise. Nous savons très bien que la communication du gouvernement concernant la crise anglophone a été toujours l'explication, la définition du mot fédéralisme par sécession. Ce qui est une fausseté, ce qui est une aberration, ce qui est une manipulation du subconscient collectif. Le fédéralisme est tout simplement une forme de l'État comme une autre, ni plus ni moins. Maintenant, pour revenir aux revendications qui ont commencé par les avocats et les enseignants dans cette partie de notre pays. Ces revendications-là, l'essentiel des Camerounais qui s'étaient mis dehors pour demander des conditions de vie meilleures. Et c'est ceux-là qui ont été muselés et qui ont été déportés de leur ville de résidence et jetés en prison à Yaoundé. C'est cela qui a déclenché, qui a été le facteur déclenchant et qui a ouvert les vannes à la tendance qui, depuis les années de négociation de notre réunification, cette tendance séparatiste a toujours été minoritaire. À la réalité, c'est le régime qui amplifie le discours des sécessionnistes et lui donne corps et fait en sorte qu'il devient le monstre que nous connaissons aujourd'hui. Et lorsqu'on en écoute par quel angle quel est le thème de campagne du candidat Paul Biya à travers M. Momo qui est son désormais représentant sur cette table, lorsqu'ils disent on ne change pas un chef en temps de guerre, on comprend très bien qu'il a besoin de la guerre pour justifier qu'il faille qu'il brigue un 7e mandat. Ce n'est pas nous, les forces alternatives. C'est ceux qui sont là, qui aujourd'hui surfent sur l'argument de l'existence d'une situation de guerre, de crise et de conflit pour justifier qu'il faut laisser celui qui est là briguer un autre mandat. C'est cela qui est clair. Conclusion et conséquence logique.
le loup n'est forcément pas celui qu'on vous brandit comme étant le loup. Alors, puisqu'on est dans le fond du débat... Oui, moi, je voudrais simplement faire remarquer qu'on est dans le fond. Oui. Et maintenant, on va essayer d'observer comment les différents candidats en pré-campagne abordent donc de façon pragmatique, bon, davantage, il nous reste 45 minutes, les solutions des différents problèmes qui se posent à nous. Et je vous lance... je voulais dire que je ne suis pas le représentant du président Paul Biya ici. Mais c'est trop d'honneur quand même que vous me faites. C'est très très bien, c'est gentil. Mais je dis une chose. Lorsque un pays est attaqué par une frange de sa population et qu'une partie de cette même population applaudit et que quand on coupe les têtes de nos soldats et que des gens qui proclament être de l'opposition applaudissent parce qu'ils détestent le chef de l'État, moi j'ai envie de dire, est-ce que vraiment on vit dans un même pays? Est-ce que ces gens-là ont comme moi un fils soldat, une sœur soldat, un cousin militaire, un cousin, enfin bref, les membres de forces de l'ordre? Comment est-ce qu'on peut accepter qu'une horde de terroristes, je pèse bien mes mots, des gens qui n'ont pas une formation militaire, qui tuent les militaires pour leur voler leurs armes? C'est-à-dire tuer les militaires qui ne sont pas en guerre. Un militaire qui est de passage, on le tue pour prendre son arme. Un policier qui est de passage, on le tue pour prendre. Un policier dont la responsabilité est de protéger les personnes et les biens. Il n'est pas en guerre, on le tue pour arracher son arme. Et des gens bien pensants et qui se prennent pour des gens très intelligents, plus que les autres, applaudissent. Je dis que j'ai bien fait de m'éloigner de ces gens-là, de m'écarter le plus loin possible parce que, franchement, j'avais bien compris que des gens sont restés, quoique on leur donne une apparence d'intelligence, des gens sont restés vraiment, je ne vais pas dire un gros mot, mais il y a une chose essentielle. On vous dit que tout un gouvernement est en prison. Qui les a arrêtés? Ce n'est pas le chef de l'État. Est-ce que vous, en tant que chef de l'État, vous pouvez nommer un voleur? Et ils ne savent pas que si on doit même arrêter tout le monde, il y a certains candidats qu'on arrêterait. Il y a certains chefs de partis politiques qui seraient en prison. Donc certaines chercheuses? Non, je veux dire que si on voulait... Non, parce que je lis dans la presse qu'il y a eu un ministre qui a détourné un marché pour se l'approprier, c'est-à-dire délit d'initié. Moi, je lis ça dans la presse. Mais si on fait une investigation, vous avez un ministre de la République qui n'est même pas forcément du RDPC, qui a été même du SDF, c'est-à-dire d'un parti d'opposition, qui se comporte comme ça. Qu'est-ce que je veux dire, M. Dipita? Que le président a de la peine à trouver des gens normaux dans ce pays. On est devenu anormal. Nous sommes devenus... Vous mettez... Tout le monde est kleptomane. On ne peut pas dire que 25 millions de Camerounais sont anormaux, parce que quand vous je ne laisserai pas cela passer sur ce plateau. La prochaine fois, quand cette dame va prendre la parole, moi, je vais intervenir. 25 millions de Camerounais ne peuvent pas être anormaux. Je vais intervenir. Je vais aussi intervenir pour empêcher son discours. Je plaide la cause des Camerounais sur ce plateau. Son discours du chaos de passer. Parce que moi, je veux bien... Je vous redonne la parole. Je veux bien qu'elle fasse son discours de va en guerre. Juste un instant. Mais qu'elle me laisse... Je veux bien être galant avec les femmes, mais pas qu'elle me prenne les mots dans la bouche. Je vous donne la parole. On est dans un débat, ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas, on n'est pas... Je peux de temps en temps relancer. Je suis en train... Ne me relancez pas. Vous allez faire la mais je ne laisserai pas sur ce plateau de m'empêcher de parler. Permettez juste une seconde. Juste une seconde. Parce que justement... Non, juste une seconde. Elle appartient... Je ne vole pas. Juste une seconde. Peut-être que vous ne volez pas. Maître, une seconde. Donc je suis l'exception qui... Alice, une seconde. Vous allez revendiquer pour les 25 millions de Camerounais, mais le moment quand vous aurez la parole, s'il vous plaît. Mais termine. Merci beaucoup, Dipita. J'avais demandé la parole pour terminer, pour dire que nous-mêmes, il faut que nous examinions la poutre qui est dans notre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil du président. Il est extrêmement important que nous examinions. Chacun fasse son auto. Parce que quand je dis que nous sommes même tous devenus presque kleptomanes,
où ce n'est pas simplement les détourneurs de deniers publics, même les voleurs de courant d'électricité, même les gens qui traficotent. Et si tu les mets là-bas, ils vont pas pour terminer sur cette question. Alors, on va avec vous, Robert Mutembassa, dans la profondeur même des discours, ou alors la façon dont les différents candidats techniquement abordons les questions qui se posent. On a pratiquement pris la crise anglophone tout à l'heure, mais je le disais également, il n'y a pas que la crise anglophone, c'est vrai, elle est importante, elle est cruciale, mais il y a les questions économiques, il y a les questions socio-culturelles et sportives. À l'observation, comment est-ce que vous voyez les candidats en cette période de pré-campagne se déployer? Moi, je veux dire une chose, vous savez, pour revenir juste quelques secondes sur la crise anglophone, nous sommes dans la position de ceux qui sont aux affaires, qui ont la réalité du terrain. Les autres ont des informations que certains veulent bien diffuser à travers les réseaux sociaux. Ils n'y vont pas. Très peu de candidats sont allés là-bas pour voir la réalité. Ils sont allés peut-être dans une ville isolée ou une deuxième, mais tout ce qui se passe dans ces deux régions, nord-ouest, sud-ouest, on a les vraies informations là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer trop longtemps, parce que vous savez, quand vous êtes en guerre et que vous avez identifié les méthodes de fonctionnement de l'ennemi, vous avez la possibilité de les neutraliser et puis ça peut peut-être prendre un peu de temps. Mais je pense que ce conflit va s'arrêter bientôt. Donc, pour revenir à la question que tu as posée, c'est... L'observation que vous faites de la façon dont les différents candidats abordent... Bon, je vais dire une chose qui est très simple. Les candidats ont un problème d'abord de reconnaissance parce que quand vous remarquez, beaucoup essayent de se faire connaître. On les a connus, le Batoni Moune, on l'a connu en international, on l'a connu, il défendait l'État du Cameroun dans beaucoup de dossiers. Ses espoirs, il est sur le terrain pour bien se faire connaître, ils font le plateau. C'est un peu ce que j'observe. Donc pour vous, ils n'abordent pas encore les questions? Je ne pense pas qu'ils abordent déjà des vraies questions parce que pour le moment, nous ne sommes pas encore en campagne, nous sommes en pré-campagne. Ils ont ce souci de se faire connaître. Et peut-être durant la campagne, ils vont peut-être alors aborder, mais nous, on est prêts. On sait ce qu'on a fait, on a bien fait, on sait ce qu'on a moins bien fait, et on a des arguments pour démontrer pourquoi ce qui n'a pas marché, et les dispositions qui sont en train d'être prises, qui ont été prises pour que ça marche. Je crois que on ne se fait pas d'illusions parce que nous avons des gens et ils nous donnent vraiment bien ce sentiment qui se battent beaucoup plus pour quand on voit qui est le premier parti d'opposition. Ils ne se battent pas pour prendre le pouvoir parce que quelque part ils n'ont pas la capacité. René Bonneau. Ben écoutez, je voudrais d'abord faire une précision. Je voudrais rappeler à M. Mouté que lorsqu'on est dans un débat citoyen, vraiment, je souhaite qu'il n'utilise pas des thèmes de petits frères. Parce que je sais que nous partageons la même ère culturelle, mais je souhaite que nous restions vraiment républicains et qu'on n'ait pas ce type de discours. Ce sera jamais mon grand frère, jusqu'à peu de contraire. Lorsqu'on va se retrouver dans notre ère culturelle, dans des situations de famille, ce sera avec plaisir que je vous appellerai grand frère et que vous m'appelez petit frère. Je souhaite donc que lorsqu'on est dans ce type de situation, que nous restons républicains et que le respect soit... Et quand on vous appelle? Vous connaissez mon nom. Alors, ceci étant dit, je pense que pour ce qui est des candidats, nous avons dit tout à l'heure que les projets de société des candidats sont sur la place publique. J'en ai cité au moins 3, y compris celui du PURS. Pour ce qui est de la question anglophone, j'ai eu la chance de, comme d'ailleurs la question de Boko Haram, j'ai eu la chance de faire au moins 6 missions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Peut-être que la différence avec le PUR, c'est que nous ne versons pas beaucoup dans le tapage médiatique pour certaines questions. Parce que nous estimons que pour résoudre les problèmes, on n'a pas toujours besoin de venir le faire à la télé ou, si vous voulez, faire dans du marketing politique comme cela peut paraître. Nous avons été au nord-ouest et au sud-ouest, Matomba même y compris. Je rappelle d'ailleurs que le PUR est né à Kumba et la deuxième sortie du PUR c'était à Ndop dans l'Ongoketunja. Ça veut dire que nous avons une familiarité particulière avec ces différentes régions. Lorsque la crise a commencé, nous avons fait des propositions de façon claire. Je ne vais pas revenir sur les autres éléments qui sont passés. Nous avions 2 ou 3 propositions que nous avions faites à l'époque. Nous avions dit, pour résoudre cette crise, il faut mettre sur pied ce qu'on appelle une force tampon. Une force tampon qui est constituée essentiellement des nationaux, des Camerounais. Parce qu'à l'époque, nous disions qu'il n'est pas bien que des étrangers viennent s'interposer dans cette crise de telle sorte qu'ils en fassent, qu'ils deviennent des médiateurs.
Parce qu'imaginez que les Nations Unies, ou... parce que ces personnes, on sait généralement quand ils viennent, ce qu'ils viennent faire, mais on ne sait pas quand ils partent et qu'est-ce qu'ils en font après, pendant le moment où ils s'y trouvent. Et nous avons fait des propositions, nous avons dit le cardinal Christian Toumi, Sa Majesté Sokudjou, d'ailleurs que vous avez vu sur les images qu'on a rencontrées à Bafsam, pour lui porter cette information. Il y a les Takouben, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des femmes qui sont des femmes d'influence qui ont... Vous savez, lorsque les populations sortaient à un moment donné du fait de cette crise-là, ces femmes sont sorties. Et pour ceux qui connaissent les régions du sud-ouest et du nord-ouest, ils savent à peu près quelle est l'influence de ces femmes-là dans la résolution d'une telle crise. Nous avons fait ces propositions. Nous sommes même d'ailleurs allés plus loin parce que nous avons saisi les représentations diplomatiques pour leur donner c'est-à-dire la position du PUS par rapport à cette crise anglophone, c'est-à-dire dans leur traitement qu'ils sachent que c'est une affaire qui doit se résoudre entre Camerounais. Parce que comme Serge Espoir Matomba l'a dit tout le temps, c'est une crise qui est simplement le reflet de la fracture du vivre ensemble camerounais qui a été mal gérée à un moment donné parce qu'on aurait pu trouver des solutions de façon plus facile. Vous avez abordé les questions d'économie. Pour nous, je voudrais commencer par l'éducation parce que le pilier de société, du projet de société du PURS, c'est l'éducation. Pour nous, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au Cameroun est tout simplement le fait d'un délitement de notre politique éducative. Il est important de repenser deux choses. Le profil de Camerounais, parce que tous les débats que nous aurons là renvoient à une seule chose. Hein. On avait des gens en prison, nous avons des gens qui ont des comportements dans les réseaux sociaux. C'est une chose, c'est le profil. Quel est le profil de Camerounais que nous avons aujourd'hui qui est l'émanation de notre système éducatif? Ça pose un problème. Et c'est pour ça que nous nous disons qu'il faut refaire le profil camerounais. Et pour le faire, c'est deux choses. Nous disons, en refondant notre projet, notre éducation, c'est à travers un système à la fois formel et un système à la fois incident, c'est-à-dire partout où il y a des milieux de vie. Et nous avons dit, avec les négociations que nous allons faire, il faudrait qu'on en arrive à former un seul système. Parce que l'essentiel dans une politique éducative, c'est la philosophie qu'elle porte. Et nous savons, pour nous, nous voulons des hommes qui soient capables de transformer leur environnement. Une fois qu'on a ciblé cette politique-là, cette philosophie éducative, nous sommes donc capables à un moment de dire, à partir d'une langue comme d'une autre, on peut avoir un seul système et on forme ce type de profil. Parce que pour nous, le profil d'homme est capital pour tout ce que nous allons faire par la suite. Nous reviendrons dans les détails pour ce qui est de ces différents projets. Et nous avons indiqué que pour financer, par exemple, toute notre politique éducative, c'est deux choses. Ce n'est pas une invention. La première, lorsque vous allez dans des pays comme l'Inde, par exemple, et bien d'autres, la Finlande, chaque fois que vous achetez quelque chose, que ce soit un produit manufacturé ou que ce soit un produit de l'agroalimentaire, vous avez dans la structure du prix une partie qui repart pour l'éducation. C'est pas sorcier. Et ça permet qu'à un moment donné... Ça veut dire que si l'on ne s'en tient qu'au critère profil du Cameroun de demain, vous partirez au-delà d'un mandat. Ah non, pourquoi partir au-delà d'un mandat? Il y a un travail préalable. Le temps de définir la politique, de l'implémenter et d'avoir les fruits. Non, les fruits, c'est pour ceux qui vont commencer. Mais il y a des actes qu'il faut déjà poser pour ceux qui sont là. Monsieur Dipita, lorsque vous allez voir notre programme pour la lutte contre la corruption, comment est-ce qu'on le présente, ça permet à un moment de redresser. Nous avons dit, par exemple, qu'il y a des comportements que le gouvernement de plus doit avoir. On doit réduire le gouvernement de 34 ministères à 35 parce qu'on a ajouté un dernièrement à 15. C'est ce que nous avons annoncé. Donc, il y a des comportements qui doivent refléter des gens ce que nous avons à faire. Mais nous avons dit tout à l'heure que notre projet nous parlons d'un projet de société, pas d'un programme politique. Et puis, quand on est un parti politique, je n'ai pas fini, quand on est un parti politique, il est important de conserver le pouvoir tant que vous avez les capacités démocratiques de le faire. Maintenant, sur le plan économique, si vous me permettez, nous avons dit qu'en 2 ans, il faut l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, nous le disons en peu de choses. Les 2 premières années, qu'est-ce que nous faisons? Le Cameroun aujourd'hui compte 80 centres agricoles et 18 écoles agricoles que nous souhaitons porter à 40. Ça nous fait 120. Nous disons que chaque année, la première année, nous formons 50 jeunes dans chacun de ces centres-là. 120 fois 50, ça vous fait 6000 jeunes. Et ces différents centres que vous voyez là ont 100 hectares à leur disposition. Ça, ce sont des choses qui existent actuellement. 100 hectares. Chaque jeune qui sort de cette école, on lui donne juste 1 hectare. Qui va produire l'arachide, qui va produire le manioc, qui va produire le maïs, qui va produire
tout ce qu'il y a en termes de consommation au niveau du marché camerounais, ça ne nécessite pas grand-chose. Et nous avons clairement indiqué comment est-ce que nous allons financer. Tout à l'heure, nous parlions de la gestion publique. Monsieur Matomba a dit que lorsque nous arrivons au pouvoir, les 6 premiers mois, nous faisons les états généraux de la finance publique au Cameroun. Et les prévisions que nous-mêmes nous sommes en train de faire font état de ce qu'on peut récupérer 4 000 milliards chaque année. Je vous prends un cas simple. L'année dernière, la CONAC a sorti un rapport qui faisait état de ce que sur 3 postes de douane, il y a eu des exonérations qui ont fait perdre à l'État du Cameroun en 2 ans 1300 milliards de francs. Lorsque vous prenez les rapports de la Chambre des comptes qu'ils font chaque année sur la gestion des comptes, c'est des milliers, de milliards qui disparaissent. Ça veut dire qu'en faisant les états généraux, nous aurons une visibilité beaucoup plus importante de la situation. Pour la simple raison qu'à l'état actuel de la situation au Cameroun, il n'est toujours pas évident d'avoir accès à un certain nombre de données qui permettent de confronter justement les études que nous avons faites à partir des experts au sein du PURS. Donc voilà, ça ce n'est qu'une des sources pour le financement, qui sont des choses faisables. Absolument. Allez, Sadio. Oui, justement, sur l'observation que les différents candidats font, des questions de leurs questions techniques, les propositions qu'ils font. Oui, la particularité de notre candidat, je peux que parler, je suis ici pour parler. Ça ne nous empêche pas de parler peut-être des autres. Je suis d'accord avec les propositions faites tantôt par le représentant du PURS. Cependant, ces propositions-là, ma foi, ne pourraient être implémentées que dans un système de gouvernance maîtrisé. Qu'est-ce que nous entendons par un système de gouvernance maîtrisé? C'est-à-dire que les finances publiques soient effectivement canalisées et orientées vers les besoins des populations qui sont génératrices justement de ces richesses-là. C'est à ce niveau-là que les différents secteurs, parce que je vous ai dit que notre candidat est un candidat technocrate, c'est-à-dire qu'il axe son programme sur la prise en compte des techniciens de chaque domaine, qui, dans le domaine agricole, ça veut dire que c'est aux ingénieurs agronomes qu'il reviendra effectivement de faire un état des lieux de ce qu'est notre offre agricole aujourd'hui, quels sont les déficits, quel est le gap à combler et quelles sont les politiques qu'il faudra mettre en œuvre pour combler ces gaps-là. Mais toutes ces politiques-là, sur le plan éducatif, ce sera la même chose. Il reviendra aux enseignants, à un moment donné, lorsque nous serons au pouvoir, eh bien, de tenir les états généraux. Tiens, pendant la dispensation du renouveau, il y a eu des états généraux, il y a de cela, je crois, déjà presque 20 ans, mais dont les résultats n'ont jamais été... 22 au 24 mai 1995. 1995. Les résultats n'ont jamais été exploités. Donc, nous sommes rendus à plus de 20 ans plus tard. Cela veut dire qu'au soir du 7 octobre, lorsque nous prendrons le pouvoir, il faudra faire un nouvel état des lieux. Un nouvel état des lieux de ce qu'est notre éducation, mais les pistes, les termes de référence que nous retenons déjà sont qu'il faudra complètement réformer notre système éducatif et permettre à l'enseignement de produire des citoyens qui soient à même de s'auto-employer et de contribuer directement au développement de la société. Ça va passer par les programmes scolaires, la réforme au niveau des programmes scolaires. Ça va passer par la réforme du livre et la réforme même du type d'enseignement. Bon, je ne voudrais pas rentrer sur la nécessité de la prise en compte des 2 sous-systèmes qui cohabitent dans notre pays, notamment le sous-système anglo-saxon et le sous-système francophone. Essayer de voir aussi, ouvrir un pan de réflexion pour voir dans quelle mesure on peut apprendre du sous-système anglo-saxon pour améliorer le sous-système francophone, qui est un sous-système, ma foi, qui a été amplement critiqué à cause de son programme bateau.
Parce que vous savez que nos enfants ont une pléthore de livres, mais lorsque vous comparez le produit sorti de nos écoles dans le système francophone aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'enseigné au sortir de l'école, c'est-à-dire au niveau, on va dire, bac, est au jour d'aujourd'hui incapable de vous écrire une dissertation sans faute. Cela devrait être un indicateur qui va certainement constituer l'un des termes de référence de tels états généraux pour ce qui est de l'éducation. Et nous avons la chance dans notre pays d'avoir deux systèmes qui sont complètement différents, mais qui cohabitent dans un même environnement sociétal. Il sera donc question au cours de ces états généraux-là d'analyser ce qu'il y a de bien dans le sous-système anglo-saxon pour voir comment est-ce qu'on améliorait et permettre à ces deux systèmes-là de s'entre-aliéner, j'allais dire, entre guillemets, mais positivement, à des fins de sortir deux sous-systèmes qui puissent permettre à l'enseigné qui sort de notre système éducatif d'être prêt à l'emploi, d'être prêt à la productivité, effectivement, pour permettre à notre pays de décoller. Sur le plan sanitaire, je l'ai déjà dit une fois dans un média concurrent que lorsque nous arriverons au pouvoir, notre politique sera davantage orientée vers la réduction, voire l'annulation purement et simplement des évacuations sanitaires. Parce que quand vous évaluez la masse financière qui est dépensée par l'État dans ces évacuations sanitaires-là, vous vous rendez immédiatement compte que si on prend uniquement 60% à 70% du coût des évacuations sanitaires qui sont réservées à une petite élite, à une poignée de Camerounais, si vous prenez 70% de ces fonds-là, vous pouvez améliorer le plateau technique de nos hôpitaux et si au-dessus de cette amélioration du plateau technique de nos hôpitaux, on adoptait une politique qui verrouille, le cheval de bataille du candidat Akeremouna, c'est justement de fermer les robinets de la corruption parce qu'il déclare, et sur la base du MAEP, vous savez qu'il a été l'un des hauts experts du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, au cours duquel ils ont évalué des pays qui, sur la base de leurs évaluations, ont pu se remettre sur les rails. C'est-à-dire qu'en fermant le robinet de la corruption et des détournements de deniers publics, d'après Akeremouna, on réussirait à économiser, à ramener dans le trésor public 40% du trésor qui est aujourd'hui dilapidé par ceux qui nous gouvernent ou alors dissimulé dans les banques extérieures. Eh bien, si vous ramenez ces fonds-là et qu'on les utilise que des technocrates, les utilise à bon escient, eh bien, on pourra facilement revoir, c'est-à-dire réévaluer la politique salariale, réévaluer les salaires, c'est-à-dire augmenter les salaires et réintéresser donc nos experts en termes de médecins, en termes d'enseignants, parce que aujourd'hui le Cameroun fait face à un sérieux problème de fuite des cerveaux. Ceux qui vont à l'extérieur pour se former, la plupart ne reviennent pas et offrent plutôt leurs services ailleurs. Alors que s'ils revenaient, ils apporteraient leur contribution pour que nous puissions asseoir effectivement une politique globale de redécollage de notre pays. Un mot de relance et puis on revient à mettre nos mots. Oui, je voudrais pas que la présidente Alice Sadio laisse dire peut-être subtilement que ce qu'elle développe en termes de diagnostic, que cela n'a pas été fait par le PUS, parce que c'est le sentiment que j'ai eu de ces propos. Je voudrais quand même faire une précision que tous les aspects du projet de société du PUS ont fait l'objet des échanges avec les corporations. Lorsque vous prenez le projet sur l'éducation, qui a été suffisamment réorienté après les échanges que nous avons eus avec la Fédération camerounaise des syndicats des enseignants. Lorsque vous prenez le projet sur la décentralisation, c'est la même chose. Ça veut dire que nous avons dit, on n'aura pas suffisamment de temps à perdre que de faire un certain nombre de choses comme des états généraux et tout, parce que dès que vous avez au pouvoir, tellement les problèmes sont importants qu'il faudra les agresser tout de suite. Il était donc important pour nous d'échanger avec les corporations pour essayer de voir... Vous avez anticipé, pour être clair. Oui, parce que nous avions déjà fait la phase des échanges avec des populations dans
nos différentes tournées que nous avons eu à faire. Merci. Et je rappelle que sur le plan de l'emploi, le PUS a annoncé ce qui sera fait et nous l'expliquons clairement. En 5 ans, nous allons développer 5 millions d'emplois. Je vais être vrai, je ne veux pas dire que... Je chutais tout à l'heure en disant que c'est trop facile d'accuser les autres. Et moi, à partir de l'opposition où j'étais, je vois plus clairement. Parce que je peux analyser l'un et l'autre. Et je peux voir les difficultés de ceux qui sont au pouvoir, autant que les... je ne vais pas dire les échecs, les tares, n'est-ce pas, de là où j'étais. Quand on accuse l'autre de laisser prospérer les voleurs, les gens qui disent voleurs, là, ce sont eux qui volent le courant au quartier. Et lorsque les donneurs de leçons qui disent que non, il y a tout un gouvernement qui est en prison, j'ai envie de dire, quelle est la différence entre un braqueur qui vous prend votre porte-monnaie et une dame qui vous arrache la parole sur un plateau? Non. Je veux dire, c'est pas un braqueur de la parole, ça? Est-ce que c'est pas un braqueur de la parole? Est-ce que je n'ai pas la même frustration que le voleur à qui on a pris son porte-monnaie? Non, mais on va donc pas, quand on donne des leçons, il faut commencer déjà par ne pas... On va pas descendre à ce niveau. Non, oui, bon, mais c'est une image, n'est-ce pas? On est là pour faire les images. C'est une image. Quand vous braquez la parole à un de vos collaborateurs ou à un de panélistes, vous lui manquez de respect et de courtoisie. Ça n'a rien à voir avec le braqueur qui est dans la rue. Donc maintenant, sur le fond, Mouté Ambassa a parfaitement raison. L'élection, aujourd'hui, cherche deux choses. Et les candidats de l'opposition, certains veulent la première place de l'opposition. C'est-à-dire que je suis le premier parti d'opposition. Mais d'autres veulent entrer dans un gouvernement de transition. Moi, j'ai entendu ici sur ce plateau qu'il y a des acteurs politiques, enfin, il y a des acteurs, il y a des candidats qui sont que des technocrates, qui ne sont pas des politiques. Nous, on cherche un politicien. Mais ils ont des technocrates, ils auront un bureau, on va les nommer ministres. Un technocrate, c'est fait pour travailler. Il est technicien, il a une technologie. Il a une expérience précise à un poste précis. Ce n'est pas la politique. La politique, c'est encore beaucoup de choses. Je vous ai dit que la politique, c'est la gestion des hommes et des biens, des ressources, de nos ressources, n'est-ce pas, de sous-sol et du sol. C'est ça, l'ensemble, mais ça veut dire, ça englobe la diplomatie, ça englobe les équilibres qu'on fait avec les pays voisins, ça englobe les compromis qu'on fait également avec les autres. Ce n'est pas simplement gérer bien, ce n'est pas simplement faire une bonne comptabilité. Un bon comptable, on le met à la place, on vous met ministre des Finances, si vous êtes si vous connaissez bien faire les chiffres, si vous voulez le poste. Donc, ceci étant, ce qui est intéressant dans un débat pareil, et je rejoindrai le PURS là-bas, c'est que nous avons un sacré problème d'éducation à faire. Tout notre problème est là. Toute la source, la quintessence de nos problèmes partent de l'éducation. Je ne vais pas embrayer sur son programme agricole qui est d'ailleurs le mien, qui est pratiquement le mien et celui également de Bernard Jonga, d'une manière ou d'une autre. Ça dit, ça se recoupe. D'une manière, puisque moi je voulais créer ce qu'on appelait le génie agricole. Donc ça, c'est vieux tout ça. Donc j'ai compris que c'est un rêve chimérique qui a des réalités dont il faut tenir compte. Donc sur ce plan-là, sur le plan de l'éducation, notre éducation est extrêmement à prendre en compte. C'est-à-dire apprendre à respecter la chose de l'État. Dans tous les pays du monde, on vole, on triche, on corrompt. Mais on corrompt moins. Et quand ça devient un sport national, ça, c'est plus dangereux. Quand ça fait perdre de l'argent dans le budget de l'État, ça fait que c'est pas Paul Biya qui vole tout cet argent-là. Et on ne peut pas l'accuser tout simplement parce qu'il a fait confiance à quelqu'un qui l'a poignardé dans le dos en volant. Il n'y a pas un seul chef d'État. Et si vous êtes un président d'un parti politique comme moi, je suis sur ce plateau le seul président d'un parti politique, vous avez une difficulté de gestion. Ah oui, elle n'est pas secrétaire générale. Non, elle est présidente de l'AFP. Ah oui, présidente de l'AFP. Secrétaire générale d'une plateforme. Oui, c'est ça. Donc moi, je gère, je crée, je gère. Vous gérez des hommes, vous gérez des femmes, vous gérez des biens. Vous gérez les ressources, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous donnez une responsabilité, vous confiez une responsabilité à quelqu'un, dès que vous avez le dos tourné, qu'il a déjà dilapidé l'argent. Il y a un de mes collaborateurs auquel je réclame encore
les reçus d'une dépense de 600 000 francs aujourd'hui. Après, qui date des élections de 2013. Je n'ai pas toujours ça. Donc, voyez-vous, est-ce que moi, je vais l'arrêter pour mettre en prison parce que il ne m'a pas apporté le reçu, etc. Voir. Mais ce que je veux dire, c'est que nous gérons les hommes. Et si vous voulez arrêter tous les hommes parfois pour mettre en prison, vous n'aurez pas assez de place pour qu'il faudrait créer des places. Donc, l'éducation est centrale. L'éducation arrête l'homme et l'amène à se bien comporter et à ne pas voler, précisément. Donc, je ne vais pas vous retenir. Donc. Avec vous, on va prendre peut-être la dernière question du débat de l'émission de ce soir. Sous quel prisme peut-on entrevoir la suite de cette campagne-là? Je vais dire, le coup d'accélérateur, le déclic, de quel côté pourrait-il venir désormais? Moutambassa et puis les autres répondront évidemment. Oui, avant je voulais quand même dire au pur que c'est bien facile d'annoncer qu'on peut créer 5 millions d'emplois en 5 ans, mais je maintiens que ça reste la fiction. C'est difficile de discuter. Quand vous lirez le projet, non, je ne peux pas le lire. Il faut implémenter, c'est ça qui est important. Et donc, allez le proposer aux Camerounais. Si le Camerounais vous donne cette opportunité de venir, de prendre la direction de l'État, on verra bien comment vous allez produire 5 millions d'emplois en 5 ans. C'est pas facile. Et donc, la dernière question faisait état de... Comment vous entrevoyez la suite de la campagne? Oui, bon, la campagne, moi, je pense que au niveau du RDPC, nous sommes très sereins parce que nous pensons... Vous avez fait l'effet du moteur diesel? Non, là, il n'y aura pas de diesel cette fois-ci. Ce seront des diesels avec turbo. Parce que le turbo rend le diesel comme un véhicule essence. Il va au démarrage, il décolle, il va comme un véhicule essence. Donc, je pense que, je vous ai dit le cas qui nous concerne, par exemple, dans notre département, et c'est pareil dans les autres départements, des consignes ont été données par la haute hiérarchie. Dès le premier jour de la campagne, ça va démarrer en trompe. Parce que tout est en train d'être mis sur pied pour que, 2 semaines avant la campagne, que nos équipes de campagne soient constituées, que les financements soient libérés et que les gens s'organisent pour que, dès qu'on donne le troupe, je crois, c'est le 23, le 24 septembre, c'est parti pendant pour 2 semaines de campagne intense. Et je pense que nous, on est prêts, nous sommes sereins, nous savons que nous allons gagner. Pas parce que les autres ne font rien, mais parce que nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons beaucoup d'atouts. Et les autres... vont essayer. Vous savez, quand vous êtes étendu sur dans 360 arrondissements, avec dans chaque arrondissement des représentants par dizaines, par centaines, c'est facile à gérer. Que celui qui a peut-être créé des petits bureaux par-ci, par-là, qui a 5 ou 10 personnes dedans, et le moment venu, il y a 10 personnes qui doivent contrôler, être présents dans 60, 100 bureaux de vote, et tous ne pourront pas étaler. Donc, quelque part, nous sommes conscients que le match ne se joue pas. Le match ne se joue pas contre un parti d'opposition. Le match se joue du côté de l'opposition pour savoir qui sera le premier parti d'opposition. Mais nous, bien que nous sachions que nous avons de l'avantage sur le terrain, nous savons que nous avons plus de ressources humaines, nous avons plus de moyens, nous essayons quand même, nous restons vigilants pour ne pas être surpris. Et vous savez, quand vous avez le pouvoir, vous avez la responsabilité de diriger un pays et que vous voulez continuer de diriger le pays, votre rôle c'est de neutraliser les forces antagonistes. Nous les neutralisons, nous les contrôlons tous, il n'y a personne qui va nous échapper. René? Alors, oui, je voudrais dire que j'espère qu'on va lire tous les projets des sociétés des candidats et que le débat sera vraiment de façon... Je vous garantis qu'il y aura la période de la campagne. Alors, pour la suite... Également sur STV. Je voudrais quand même observer 2 choses. La suite de la campagne, comment Bien vous sûr, entrevoyez? je voudrais quand même observer 2 choses dans le discours de M. Mouté. La première, c'est que il estime que les partis qui n'auront pas de représentants dans les bureaux de vote, ils ne peuvent pas contrôler le vote. C'est une façon subtile de reconnaître ici toute la machine de la tricherie qui sera développée à l'intérieur. Parce que lorsqu'on organise une élection normalement, on n'a même pas besoin d'avoir les représentants dans les bureaux de vote pour que les résultats en sortent tels qu'ils sont des urnes. La deuxième chose, il parle du turbo. S'ils quittent le diesel pour le turbo, ça veut dire qu'au fond d'eux, ils reconnaissent qu'il y a de l'adversaire. Sinon, le turbo, c'est pour qui? Je l'ai dit dans l'entame qu'il y a des candidats de qualité. Je voudrais donc dire que
Actuellement, le PURS, le premier secrétaire du PURS, Jesper Matomba, a déjà signé la circulaire qui va organiser la campagne du PURS sur toute l'étendue du territoire. Et nous travaillons à l'effet de cela. Une campagne, une stratégie électorale se prépare et s'implémente progressivement de façon crescendo. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au minima. Au fur et à mesure que nous allons avancer, que le temps a passé, nous allons monter d'un cran. Et nous avons appris une chose, peut-être que Maître Momo, nous avons pris la peine au PURS de bien étudier, pas pourquoi est-ce que le RDPC gagne, mais beaucoup plus pourquoi est-ce que l'opposition perd. Et l'ennemi vous a facilité les choses. Nous avons pris conscience de cela. Et si vous observez les stratégies que le PURS déploie, par exemple, nous allons par coup. Parce que nous avons un adversaire qui justement est aux aguets, qui aujourd'hui essaie de piquer dans l'opposition pour jeter du discrédit pour certains candidats. Pour nous, nous estimons, on va déployer les stratégies progressivement. Lorsque le 24 arrivera, vous verrez ce qui va se passer. Je vais dire quelque chose sans vouloir vraiment faire mal. Je veux dire mon ressentiment personnel. Cette élection, pour ma part, doit être le baromètre du patriotisme des Camerounais. C'est une lapalissade. C'est un secret de polichinelle si on dit que notre pays est attaqué à partir de l'extérieur. Il y a des forces extérieures, on ne peut pas se cacher pour dire que on a entendu des pays amis demander à notre président de ne pas se représenter. On sait que notre pays est attaqué au nord par le Boko Haram, au sud-ouest et au nord-ouest. On sait qu'il y a la main étrangère là-dedans. Et on sait précisément que certains de nos frères ne se reconnaissent plus comme des Camerounais et sont contre la République. Donc, cette élection qui oppose ces deux camps, le camp patriote et le camp des séparatistes, doit démontrer le patriotisme des véritables Camerounais. A plébiscité le candidat Paul Biya, qui représente les patriotes de la République du Cameroun. Les amis des Ambazoniens qui veulent la guerre. Il faut que les mamans, les papas, tout le monde démontre par son vote aux étrangers qui sont cachés derrière à armer notre peuple contre nous et qui massacrent nos enfants. En plébiscitant Paul Biya, notre candidat, on leur donne un message. Et après, nous pourrons rentrer chez nous aux prochaines élections quand nous aurons chassé l'étranger et l'épervier étranger avec ses griffes et régler notre problème. Pour chuter, il ne faut pas aussi qu'on perde de vue une chose qui me paraît fondamentale. Mouté Ambassala dit, je le répète, l'élection oppose également certains candidats de l'opposition pour la recherche de la deuxième place. Et si on veut être plus clair, Kamto du MRC et Joshua Oché du SDF se bagarrent pour savoir qui sera le deuxième. Les autres sont en train de chercher s'ils seront les ministres. Il faut que ce soit clair. Je vous interdis de dire ça pour ce qui est du PURS. Non, dites-le. Vous n'avez rien à m'interdire. Je dis ce que je dis, vous pouvez réfuter. Allez, Sadio, vous pouvez réfuter. C'est mon point de vue. Oui, vraiment, votre point de vue. Vous pouvez le réfuter. Le PURS le refute, c'est ce qu'on retiendra. Si je vous discute la parole, je serai aussi un braqueur de la parole. Donc je vous laisse braquer ma parole. Le PURS ne se reconnaît pas là-dedans. Allez, Sadio, pour terminer. Comment vous entrevoyez la suite de la campagne? La suite de la campagne, c'est que les enjeux sont énormes. Comme je vous l'ai dit à ma première prise de parole, bien plus énormes qu'en 2011. Parce qu'en 2011, souvenez-vous, on sortait tout simplement du massacre de février 2008. Mais
ce massacre-là nous avait pris beaucoup de concitoyens et à leurs âmes. Je profite ici pour redire les condoléances de la plateforme pour la Nouvelle République aux familles, à ceux qui ont connu et aimé ces concitoyens qu'on a perdus. Ces gens dont on ne connaît pas le nom et qu'il faudra un jour recenser pour leur rendre l'honneur qui leur est dû, parce que c'est des concitoyens dont le seul péché en 2008 avait juste été de vouloir user de la disposition constitutionnelle qui consacre la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Cependant, en 2011, la partition, on n'avait pas l'enjeu de la partition du pays. On n'avait pas l'enjeu de la sécession. On n'avait pas l'enjeu de Boko Haram. La crise Boko Haram n'avait pas atteint le paroxysme qu'on connaît aujourd'hui avec les partis qui, ma foi, semblent être devenus folles. Lorsque vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on est face à une situation où notre propre gouvernement se retrouve à reconnaître des exactions pour le moins, j'allais dire, inhumaines, perpétrées par des gens qui portent la tenue que nous, citoyens, nous achetons. Cela veut dire, s'il était encore besoin, que les enjeux sont bien plus énormes qu'en 2011. D'où la nécessité pour les acteurs politiques que nous sommes, et notamment, spécifiquement pour les différents postulants, candidats, de prendre la mesure des attentes qui est celle du peuple camerounais vis-à-vis d'eux. Le RDPC et ses communicants peuvent dire tout ce qu'ils ont à dire concernant l'opposition, mais ce que je dis, notre part de vérité au niveau de la plateforme pour la Nouvelle République, c'est que la nouveauté des principaux postulants d'aujourd'hui fait que aucun pronostic ne peut être donné par rapport à ce qui sortira des urnes. Un mot pour les soldats tués, un mot pour les soldats camerounais tués. Par rapport à ce qui sera... Pour vous discuter la parole. Par rapport à ce qui sortira des urnes au soir de 2011. Peut-être qu'il faudra dire mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les soldats. La principale demande... Auxquels on a coupé la tête. La principale demande... La principale demande, si vous voulez qu'on parle de la crise anglophone, on sait exactement qui a porté le premier acte de violence. Le premier geste de violence, on sait exactement qui a posé le premier geste de violence. On peut savoir. Si vous parcourez ma page, Maître Momadou, vous faites dans la manipulation des consciences. Si vous parcourez ma page Facebook, vous verrez que à chaque fois, l'Alliance des forces progressistes ne le fera pas sur ce plateau parce que c'est ce que nous faisons au quotidien. Merci, Alessa. Et vous ne m'empêcherez pas de choisir mon axe de conclusion d'un débat. Cela étant dit, les attentes sont grandes et les candidats qui postulent savent quelle est la mesure, quelle est l'ampleur des attentes des Camerounais. Ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le feront. Medjan de Dieu Momo, René Bonono Bakota, Alessa Dio, merci à vous. Merci à vous à la maison également qui ont regardé ce débat. Jeudi prochain, je reçois Joshua aussi, le candidat du SDF à l'élection présidentielle de 2018. Évidemment, il viendra pour qu'on discute de son programme, le programme du parti qu'il porte en vue de cette élection. Là, sera à partir de 22h sur STV. Bonsoir.